Monsieur le Président, chers confrères et consoeurs de l'ALS et de l'Académie de Stanislas, Mesdames et Messieurs, chers amis, chère Madame Creusot qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être assise tout au fond de la salle et de représenter le président de la métropole du Grand Nancy. Nous avons aujourd'hui le privilège et le plaisir d'accueillir Monsieur Yann Mambrini, directeur de recherche au CNRS et physicien de l'IN2P3, l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules. L'IN2P3 est l'un des 10 instituts constituants du CNRS, avec l'Institut de chimie, que je connais bien, l'Institut de physique, de biologie, d'ingénierie, etc. Il exerce ses talents de chercheur et de responsable d'équipe au sein du laboratoire Irène Joliot-Curie des Deux Infinis, du campus universitaire de Paris-Saclay, et il enseigne à Polytechnique ainsi qu'à l'École normale supérieure. Il est également chercheur associé du CERN à Genève et fut membre du conseil scientifique du CNRS. Monsieur Mambrini est physicien théoricien. De nombreuses qualités contribuent à l'avancement des connaissances en physique, allant de créateur d'instruments de mesure à spécialiste du traitement des données. Physicien théoricien, dont la figure emblématique fut Albert Einstein, constitue une spécialité particulière s'agissant de l'univers et des très hautes énergies, dans la mesure où seule la cohérence mathématique, la beauté des équations, la rigueur du raisonnement offrent les garde-fous indispensables pour éviter de se fourvoyer. Très souvent, les expériences qui permettraient de réfuter ou de valider la théorie sont inexistantes ou hors de la portée des technologies ou des moyens financiers du moment. À titre d'exemple, j'ai eu l'occasion de parler ici même des ondes gravitationnelles dont l'existence fut prédite par Einstein dans ses articles de 1916 et 1918, alors que celles-ci n'ont été mises en évidence expérimentalement qu'un siècle plus tard, après des investissements conséquents aux États-Unis et en Europe. Monsieur Mambrini appartient donc à cette espèce rare et précieuse des physiciens théoriciens qui éclairent notre interprétation des mystères les plus insondables de l'univers. Il s'est spécialisé tout d'abord dans la physique des particules de haute énergie, comme le célèbre boson de Higgs. Il se tourne maintenant vers le cosmos et son évolution dynamique, ainsi que vers la matière noire, qui masque sous sa dénomination obscure notre méconnaissance profonde de l'univers qui nous entoure. Par suite, il contribue à l'élaboration d'une nouvelle physique, plus à même de nous fournir les clés d'une meilleure compréhension du monde, au sens très large, et donc de notre place dans cet univers. Auteur de plus de 120 articles scientifiques dans des revues spécialisées et de travaux reconnus par ses pairs qui lui ont valu plusieurs prix scientifiques, M. Mambrini est également un vulgarisateur apprécié pour ses livres tels que Le temps et sa mesure ou La nouvelle physique. Je vous en recommande la lecture si vous voulez tout savoir du fonctionnement de la clepsydre ou vous y retrouver dans le bestiaire des particules élémentaires, au-delà des bien connus électrons et neutrons. Son livre sur la nouvelle physique a été lauréat du prix Bourienne 2024 et a été identifié comme le meilleur essai scientifique paru en langue française en 2024. Monsieur Mambrini, chers collègues du CNRS, vous allez nous transporter aux confins de l'univers et nous commenter les images rapportées des télescopes spatiaux les plus modernes. Vous allez donc quitter un instant vos habits de physicien théoricien pour ceux de guide de très haute altitude, d'accompagnateur en ciel profond. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants. J'ai lu quelque part sur Internet que vous êtes également magicien à vos heures. Je ne doute pas que la magie de votre verbe va s'exercer sur nous durant votre conférence
et je suis heureux de vous céder la parole. Super. Merci. Quelle belle introduction. On vient une copie. Bonjour, déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur de présenter ainsi les dernières nouvelles du cosmos à une assemblée aussi prestigieuse, diverse. Et donc, je vais essayer effectivement, durant cette heure, de faire un voyage en cosmos, de vous montrer les dernières découvertes qui ont eu lieu durant les maximum 20-25 dernières années. Donc c'est relativement récent, hein. Certaines découvertes datent juste d'il y a uniquement 1 an et demi, vous verrez, hein, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles liées à la collision de trous noirs supermassifs. Et en fait, pourquoi autant de découvertes dans le cosmos? Pourquoi en tant qu'étudiant, il y a tellement d'étudiants qui veulent d'un seul coup faire des thèses en cosmologie? Faut savoir qu'en cosmologie, il n'y a pas de prix Nobel en cosmologie. Le premier prix Nobel en cosmologie, je crois que c'est les années 80. La cosmologie n'était pas considérée comme une science, hein, faut pas l'oublier, hein, c'est considéré comme quelque chose d'ésotérique. Hein, donc Hubble n'a pas eu de prix Nobel, aucun cosmologue n'a eu des prix Nobel connus. Et c'est vrai que depuis, je dirais, 20 ans, c'est devenu vraiment une science de précision. Et les données expérimentales, en fait, ont des erreurs, des incertitudes qui sont au même niveau que les erreurs théoriques. Donc, quand les erreurs expérimentales sont au niveau des erreurs théoriques, c'est là où on peut tester les modèles théoriques et c'est là où on peut devenir prédictif ou pas, où ça devient scientifique en quelque sorte dans le sens Karl Popper, où on peut falsifier des modèles. Donc, la cosmologie est maintenant devenue, grâce au développement spatial évidemment, au coût aussi du spatial, à la réduction des coûts du spatial, une science de précision, et c'est impressionnant les prochains projets sur 2035, parce qu'évidemment c'est une science comme le CERN, c'est des sciences sur des projets. Donc le CERN discute sa reconduction, le futur collisionneur qu'on appelle FCC, qui devrait démarrer en 2035-2037. Et là, les futures expériences de cosmologie sont prévues pour 2037-2050 aussi. Donc c'est des sciences évidemment qui se projettent très loin, puisqu'on appelle ça l'essence des grands instruments, hein, TGU, un très grand instrument en TGI, très grands instruments au CNRS. Donc c'est vraiment une science particulière, mais la précision de la cosmologie est vraiment impressionnante et on est tous très surpris. Et aussi bien la découverte des ondes gravitationnelles, comme Jean-Marie venait d'en parler, que la découverte, la découverte de la composition de la matière noire et de l'énergie noire en 98 ont été des grandes surprises, dans le sens où les théoriciens ont montré qu'ils s'étaient trompés. Il faut savoir que la science dans laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse n'a rien à voir. La composition de l'univers que j'avais pendant ma thèse seulement n'a rien à voir avec ce qu'on sait maintenant. Donc, l'énergie noire n'existait pas à mon époque. Ça a vraiment été une découverte révolutionnaire, mais pas que. Alors, c'est toutes ces découvertes dont on va parler. Il va falloir que je vais quand même allumer. Ça va être plus facile. J'ai décidé de le présenter. Ah oui, petite publicité aussi, hein. Donc j'ai amené quelques livres pour ceux qui veulent, acheter des livres dédicacés. Beaucoup de choses dont je vais parler sont inclus dans le livre La Nouvelle Physique, où je parle à la fois des découvertes et aussi la vie d'un physicien théoricien, comme Jean-Marie l'a précisé. Vous voyez l'écran. Ah, vous regardez l'écran. Je me demandais, vous voyez pas l'écran. Mais si, vous regardez l'écran là. Mais c'est plus beau sur le grand écran, hein, mais bon. Vous voyez pas le pointage, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, non, vous pouvez regarder l'écran. Et donc, sont décrits dans celui de La Nouvelle Physique, où j'essaie aussi d'écrire ce que c'est un peu une vie de physicien théoricien, parce que parfois, c'est vrai que les gens se demandent, qu'est-ce qu'on fait autour d'une machine à café. Voilà. Alors, principalement, aussi, je reprends une phrase chère à Feynman: ne jamais sous-estimer le plaisir qu'ont les personnes à écouter des choses qu'elles connaissent déjà. Donc, certains d'entre vous, peut-être, vont trouver des choses trop évidentes, d'autres peut-être trop compliquées, c'est jamais clair, parce qu'on connaît pas vraiment l'audience à laquelle on s'adresse. Donc j'essaierai, si c'est des choses que vous connaissez, prenez-le comme comment expliquer ça à ma nièce, mon neveu, mon étudiant, etc. Et sinon, n'hésitez pas après si vous avez trouvé des choses qui n'ont pas vraiment, vous n'avez pas réussi à comprendre, n'hésitez pas à la fin de la conférence à venir me poser des questions. Un préambule qui peut paraître évident pour beaucoup de personnes ici dans l'audience, mais qui n'est pas du tout pour le grand public, c'est que un télescope est une machine à remonter le temps. Très souvent, quand je donne des conférences grand public, en fait, les gens ne comprennent pas que regarder loin, c'est remonter le temps, parce que la lumière a une vitesse finie. On le sait déjà depuis plus de 4 siècles, mais la vitesse étant tellement grande que c'était pas évident à calculer.
Le Soleil, vous le voyez, évidemment, il est à 150 millions de kilomètres, donc vous le voyez comme il était il y a 8 minutes, parce que la lumière avait 8 minutes pour venir du Soleil à la Terre, donc ça paraît évident. L'étoile la plus proche, Proxima, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais elle est à 4,5 lumières, donc l'étoile la plus proche de la Terre, en fait, on la voit telle qu'elle était il y a 4 années, et le James Webb Télescope, lui, voit les galaxies telles qu'elles étaient il y a à peu près 13,5 milliards d'années. Et le satellite Planck, parce que j'avais parlé du satellite Planck européen, lui, il voit à 13,8 milliards d'années-lumière. C'est le maximum, parce que c'est la fameuse lumière du Big Bang. Hein, ça correspond à 380 000 ans après le Big Bang. C'est l'époque à partir de laquelle la lumière s'est échappée de ce bain thermique bouillonnant et a parcouru du Big Bang jusqu'à notre télescope. 13,8 milliards d'années-lumière. En fait, pour être plus précis, 42, parce que l'univers s'est étendu entre-temps. Donc le Big Bang a eu lieu à 13,8 milliards, il y a 13,8 milliards d'années, mais ça correspond à 42 milliards d'années-lumière, parce qu'entre-temps, l'univers, évidemment, s'est étendu. On a un facteur 3. Donc la lumière des premières étoiles a mis 13,5 milliards d'années à nous parvenir. Donc le James Webb voit l'univers tel qu'il était il y a 13,5 milliards d'années. Donc plus on voit loin, plus on remonte le temps, et c'est un peu donc on va voyager dans l'espace de la Terre jusqu'à ce qu'on appelle l'horizon, donc le fond diffus cosmologique. On va voyager petit à petit, et donc en même temps qu'on voyagera dans l'espace, on voyagera aussi du coup dans le temps. Donc c'est un voyage spatio-temporel, on peut le dire. Alors pourquoi on a mis tant de temps à s'en rendre compte? C'est tout simplement parce que la lumière, évidemment, vous le connaissez tous, elle parcourt 300 000 km en une seconde, soit le tour de la Terre en un clignement d'œil, soit 100 fois le tour de la Terre, le temps de lire cette phrase. Donc la lumière va vraiment évidemment très 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 vite, et très rapide, et le fait qu'elle soit rapide, on a vraiment l'impression que c'est instantané. Donc c'est toujours bien d'expliquer ça peut-être aux enfants ou voilà aux gens qui ne connaissent pas la science, que quand ils voient le ciel la nuit, ils ne voient pas le ciel tel qu'il est, mais ils voient des tranches de temps. Hein, il voit cette étoile qui a 10 années-lumière, donc elle a 10 ans. Il y a des étoiles qu'on voit qui sont à 1000 années-lumière, donc telles qu'elles étaient il y a 1000 ans. Donc quand on voit les étoiles du ciel, en fait, on voit juste des tranches de temps. Hein, on voit jamais un ciel instantané. Chaque étoile, la lumière a été mise à des temps différents. Il y a des petits logiciels qui s'appellent Astro 3D, pour ceux qui sont curieux. C'est très très bien fait. Sur votre téléphone, vous pointez n'importe quelle étoile dans le ciel et il vous dit quelle distance elle est, quelle est sa taille, quelle est sa chaleur, etc., etc. C'est très très bien fait. Vous pouvez même voir les satellites avec ce petit appareil. Et c'est assez bien de voir quand on voit le ciel, en fait, on voit des tranches de temps, donc on voit l'histoire de l'univers rien qu'en regardant le ciel nocturne. Toujours important à savoir parce que ça rend des paradoxes parfois plus clairs. Donc voilà les premières photos de James Webb qui avaient été publiées en juillet 2023. Alors maintenant, si vous faites un voyage sur Google, où il y a un astrophysicien qui s'appelle Lagadec qui a une page sur Twitter ou sur Instagram très bien faite où il publie les photos très très régulièrement du James Webb. Une photo de James Webb Télescope, il est décrit. Donc voilà à quoi ressemblait notre univers à peu près à la création. Donc ça correspond à peu près à 300 millions d'années, à 400 millions d'années après le Big Bang. Je répète, 13,8 milliards d'années, c'est le Big Bang. Donc ça correspond à 400 millions d'années. Donc c'est très très rapide. Vous remarquez qu'en 400 millions d'années, vous avez déjà les galaxies. Notre galaxie est apparue il y a à peu près 400 millions d'années après le Big Bang. Donc c'est très très rapide. En quelques centaines de millions d'années, les galaxies, les étoiles sont formées. On verra pourquoi. C'est grâce à la matière noire. Sans matière noire, nos galaxies devraient être formées dans 25 milliards d'années, donc on ne devrait pas être là. C'est la matière noire qui permet aux gaz interstellaires et aux étoiles de se former en uniquement 400 millions d'années. Donc c'est grâce à la matière noire qu'on est là et qu'on est capable de décrire ce que je suis en train de vous décrire. Deuxièmement, on est une période vraiment incroyable dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la création de la Terre. Vous êtes en ce moment même capable de dire de quoi est fait l'univers. Depuis l'existence de la planète Terre, vous êtes maintenant, depuis uniquement 20 ans, faut vous en rendre compte, vous êtes là depuis 20 ans, on sait de quoi est fait l'univers. Depuis que la Terre existe. Donc vous êtes exactement au moment où on connaît la composition de l'univers. Or, coïncidence ou pas coïncidence, j'en sais rien, mais j'ai un collègue américain à Chicago qui commence toujours ses discours comme ça, en disant on a une chance absolue de connaître la composition de l'univers. Il y a 25 ans, on n'aurait pas pu donner la même conférence, on peut la donner uniquement maintenant, grâce aux découvertes cosmologiques dont je vais parler. Donc ça aussi, c'est une chance assez incroyable. Après, on reviendra sur les découvertes possibles. Alors voilà notre petit voyage. Donc on va partir du système solaire et on va commencer à s'éloigner du système solaire. On va d'abord s'arrêter vers le système trappiste parce que les exoplanètes est aussi une science qui se développe énormément. Des prix Nobel, évidemment, qui ont été décernés, notamment une équipe belge.
qui sont très très fortes, et les Français aussi sont très très forts sur le travail sur les exoplanètes. On va essayer de voir qu'est-ce qu'une exoplanète, comment savoir si elle est habitable, comment savoir si elle est habitée aussi, ce qui est aussi intéressant. Donc là, j'ai mis à peu près. Alors, faut savoir que nous, la lumière a mis 40 années à venir, c'est-à-dire que eux, s'ils sont en train de donner un séminaire et ils sont en train de nous observer. Alors nous, il y a 40 ans, on écoutait Gilbert Montagnier, on regardait Ghostbusters. Donc ici, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de voir en ce moment, s'ils sont en train de nous observer. Là, ce qu'ils sont en train de voir en ce moment de notre planète, parce qu'ils sont à 40 années-lumière de nous, donc ils voient comme on était il y a 40 ans. Puis on va s'arrêter à côté d'un pulsar. Un pulsar, c'est, vous verrez, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons qui tourne très rapidement, qui est très très utile pour étudier les propriétés de notre galaxie, à peu près à 1000 années-lumière de nous, donc l'époque de Robert II le Pieux. Puis on va aller à côté d'une supernova, dans la nébuleuse du Crabe, et celle du Papillon aussi. Donc c'est les restes d'une étoile qui explose. Que l'étoile explose, vous verrez, ça peut finir en trou noir ou en pulsar, et puis le reste, la couche qui s'échappe, on appelle ça une supernova. Très très utile pour mesurer les distances dans l'univers et l'expansion de l'univers. Puis évidemment, on va s'arrêter autour de trou noir Sagittarius, qui est à côté, qui est le centre de notre galaxie, dont la photo a été prise il y a uniquement 2 ans. Oui, c'est encore très récent, avec l'Event Horizon Telescope. Première photo du trou noir, ça il y a 5 ans, enfin 4 ans et demi, et le nôtre, donc c'était M87, et le nôtre a été pris en photo il y a 2 ans et demi. Donc Sagittarius, alors pour les curieux, on peut le voir à notre hémisphère entre à peu près mai, juin, juillet, à peu près à cette période-là, dans la constellation du Sagittaire. Pareil, pour le petit appareil, constellation du Sagittaire, au centre de la constellation du Sagittaire, c'est le centre de notre galaxie, et c'est où réside notre trou noir central, qui fait quelques centaines de millions de fois la masse du Soleil. J'y reviendrai. 24 000 années-lumière, c'est la taille. Le Soleil notre planète est à 24 000 années-lumière de notre galaxie. Notre galaxie, elle fait à peu près 50 000 années-lumière de rayon. Donc la Terre est à peu près au milieu, elle est dans le bras d'Orion. Elle a à peu près une place assez centrale dans la galaxie, en fait. Voilà, sur un rayon de 50 000 années-lumière, on est à peu près au milieu. Donc on verra un peu notre galaxie, mais on ira même un peu plus loin, parce qu'on verra le fameux halo de galaxie qui fait à peu près 300 000 années-lumière. On n'est pas sûr de la taille, parce que pour l'instant, on ne voit pas le halo de notre galaxie de matière noire. Donc notre galaxie est entourée d'un halo de matière noire qui est responsable de sa rotation. Si notre galaxie tourne très vite, c'est parce qu'il y a de la matière noire qui l'a fait tourner, et qui est responsable, je vous ai dit, à la fois de la formation des galaxies, mais aussi de la dynamique de la galaxie. Donc dynamique comme formation de galaxies sont totalement déterminées par la présence de cette matière noire. On verra ce que c'est et comment on peut essayer de la découvrir. Puis on ira un peu plus loin, Andromède, à 2 millions d'années-lumière. Une galaxie assez similaire à la nôtre, un peu plus grosse que la nôtre. Elle est en train de nous absorber. Enfin, pour être plus précis, Andromède et la Voie lactée, tous les deux se rapprochent tout en tombant au centre de super-amas de la galaxie. Dans à peu près 5 milliards d'années, elle va nous rejoindre. Donc, dans 5 milliards d'années, on aura une nouvelle galaxie. Donc, Milky Way et Andromède. Ceux qui sont curieux vont sur Wikipédia. Ça s'appelle Milkomeda. On connaît tout sur elle. Elle a sa page déjà Wikipédia, parce qu'on connaît le nombre d'étoiles. On sait quand elle a été formée. On sait sa vitesse de rotation. Les simulations ont tout donné. Donc, on sait déjà que Milkomeda, à quoi elle va ressembler. On peut même trouver des photos de simulation, des astrophysiciens ont des photos de simulation de comment le ciel sera dans 5 milliards d'années. C'est fantastique, vous verrez une galaxie s'approcher de nous, c'est quand même ça sera très très lumineux, le ciel sera à peu près 10 fois plus lumineux, parce qu'on aura à peu près 10 fois plus d'étoiles. Donc on peut simuler à un point sur la planète Terre et voir qu'est-ce qu'on verrait le ciel sur la planète Terre dans 5 milliards d'années, c'est quand même assez intéressant. Donc et ensuite on va aller encore un petit peu plus loin, on va aller du côté de l'horizon, ce qu'on appelle l'horizon. Donc c'est le James Webb Telescope ou un peu plus loin, donc c'est 13,5 milliards d'années pour le James Webb Telescope, et Planck c'est 13,8 milliards d'années, donc Planck il voit un petit peu plus loin, donc mais c'est à peu près les mêmes données, donc Planck c'est avant la formation des galaxies. Donc l'horizon des événements, après, au-delà de cet horizon, je ne peux rien dire évidemment, parce que la lumière qui a été émise ici est en route. D'accord, donc ici on veut dire à 14 milliards d'années, la lumière est en route, donc il faut attendre 200 millions d'années avant de la voir. La lumière qui est ici à 20 milliards d'années lumière, faut attendre 6 milliards d'années, etc., etc., etc. Donc chaque jour on voit une partie du ciel plus grand, chaque jour Planck voit une partie du ciel plus grand. Il faut vous dire que l'univers, à chaque fois, le satellite il voit une lumière émise d'un peu plus loin. Donc chaque photo qu'on voit du ciel est une photo un peu plus grande, une image du ciel un peu plus grande que celle de la veille et de l'avant-veille. Donc chaque jour on voit une partie de l'univers plus grand, et chaque jour on se rend compte que l'univers est à peu près totalement isotrope, c'est-à-dire que c'est exactement le même dans toutes les directions qu'on regarde. Donc le Big Bang a eu l'air d'avoir eu lieu exactement à la même façon, de la même façon à tous les endroits tout endroit de l'univers.
Juste une petite vision nocturne qui peut paraître aussi évidente, mais je le rappelle quand même. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez expliquer ça peut-être aux enfants, aux neveux qui regardent le ciel, surtout si on va en campagne, une belle maison de campagne, la famille dans le Cantal, c'est vraiment superbe de voir la nuit dans le Cantal, loin de toute pollution lumineuse. Hein. Évidemment, la Voie lactée, c'est une tranche, donc on est dans la tranche. On voit donc la tranche de la galaxie, hein, c'est la fameuse Voie lactée qu'on voit, et Sagittarius est au centre ici, le trou noir au centre de la galaxie, donc c'est à peu près ce qu'on peut voir au mois de juin. En voyant à peu près le centre de la galaxie à ce niveau-là, c'est à peu près ce qu'on peut voir quand on est quand on est dans une campagne loin de la pollution lumineuse, et c'est vraiment une très très belle vision du ciel, et on peut expliquer aux enfants qu'on est sur une assiette et qu'on est au milieu de la tranche de l'assiette. Alors voilà nos étapes: exoplanète, trou noir, supernova, matière noire, pulsar, énergie noire. Et ces étapes sont évidemment chronologiquement parlant en quelque sorte, hein, donc c'est plus je vais loin, plus je remonte le temps. Donc voir ces événements-là, c'est aussi remonter le temps. Alors les exoplanètes, donc beaucoup de travaux sur ces planètes ces dernières années. Évidemment, ça fait appel à l'imagination, planète habitée, planète habitable, etc. Je vais essayer de juste vous montrer comment on travaille sur les exoplanètes et comment les gens peuvent connaître les propriétés d'une planète sans même y avoir été. Donc on appelle ça les mouvements de transiente en anglais. Donc c'est quand la planète passe devant le Soleil. Le fait qu'une planète passe devant son étoile, en fait, nous renseigne énormément sur la planète. Première chose, hein, qu'elle va passer à travers l'étoile, évidemment. Donc la luminosité de l'étoile va diminuer, puis elle va réaugmenter quand la planète sortira de l'axe de l'étoile. Donc ça, c'est assez évident. Mais vous remarquez qu'en fait, le temps que met la planète à traverser ici, cette bande-là, va me donner la taille de la planète, parce qu'évidemment, plus la planète est grande et plus le temps de décroissance entre là et là va être grand. Donc la taille de la planète va être donnée par le temps que met la lumière à décroître, alors que la vitesse, en fait, va donner par le temps qu'elle met pour aller d'un point A, enfin de l'ouest à l'est de l'étoile, si vous voulez. Et ça va me donner la vitesse de la planète. Donc juste avec ces deux informations-là, le temps que met la lumière à décroître et le temps qu'elle reste dans l'ombre, en fait, va me donner à la fois la vitesse et à la fois la taille de la planète. C'est déjà deux informations très importantes. Et on peut aller un peu plus loin. Donc là, il y a une simulation. Enfin, c'est pas une simulation. En fait, c'est les données qu'on observe. Donc là, ça, c'est une vraie donnée qui a été observée, qui sont mises. Donc, on a une étoile, tout simplement. On a une planète qui va passer devant l'étoile. Et quand la planète passe devant l'étoile, on a la luminosité qui diminue. Et ensuite, donc là, le temps de descente ici de lumière et le temps d'ombre, si vous voulez, me donne l'information sur la taille de la planète et sur la vitesse de la planète. Alors c'est intéressant, évidemment, quand il y a une seule planète, c'est évident, mais il faut vous dire qu'il y a souvent plusieurs planètes, donc il faut faire des harmoniques, comme on dit ça, des harmoniques, parce qu'évidemment c'est régulier, c'est périodique. Donc de là, on peut essayer de déduire combien il y a de planètes, à quelle distance elles sont et quelles sont leurs tailles. Ensuite, la planète, quand elle va passer derrière l'étoile, elle va attirer l'étoile, évidemment. Donc, il va y avoir un effet d'attraction gravitationnelle de la planète par derrière l'étoile. Et quand elle va repasser devant l'étoile, évidemment, elle va attirer cette fois-ci l'étoile vers elle. Et donc, l'étoile va se rapprocher vers elle. On appelle ça en anglais du wobble. L'étoile va faire du wobble. Elle va s'éloigner, se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher. Et évidemment, c'est facile à comprendre, mais elle va s'éloigner, se rapprocher proportionnellement à la masse de la planète. Donc, je vais pouvoir avoir une information sur la masse de la planète parce que suivant sa masse, elle va attirer plus ou moins l'étoile. Donc, on mesure ça avec l'effet Doppler, tout simplement. Hein. Si l'étoile s'éloigne, elle va aller plutôt vers la lumière, va aller plutôt vers le rouge, hein, sur le ni du son. C'est la même chose pour la lumière. Donc, si l'étoile s'éloigne de nous, ça va être grave, ça va être du rouge. Si elle se rapproche de nous, ça va être aigu, ça va être plutôt du bleu. Et donc, le changement de fréquence, en fait, de la lumière va me donner la masse de la planète. Donc, on a là énormément de données. On a la masse qui est divisée par la taille, va me donner la densité. Ça va me dire est-ce que la planète, c'est de la roche, est-ce que c'est du gaz ou est-ce que c'est du liquide. En prenant comme supposition que s'il y a une forme de vie, il faut que la planète soit plutôt de type roche. Il y a des planètes, on a observé récemment des planètes faites complètement d'eau, avec peut-être des formes de vie. Alors, les formes de vie, c'est pas clair, hein. C'est l'ammoniac qui devrait être une preuve de forme de vie, mais ça, c'est en analysant l'atmosphère. Mais il y a des recherches là-dessus sur une planète purement liquide pourrait être effectivement aussi une forme de vie dans ces planètes-là. Et évidemment, la vitesse de la planète, je vais la connaître parce que c'est la distance. Je connais la distance par rapport à l'étoile, donc ça va me donner la température. Hein. Newton, si je connais la vitesse de la planète, je connais la distance par rapport à l'étoile. Hein. C'est les lois de Newton ou les lois de Kepler. Donc si je connais la distance par rapport à l'étoile, je connais la température sur la planète. Et donc on veut de l'eau liquide, donc il faut qu'elle soit entre 0 et 100 degrés, et il faut qu'il y ait une atmosphère. Donc, par la spectroscopie, on peut savoir s'il y a de l'atmosphère autour de la planète. Donc, toutes ces données-là, le wobble, les mouvements de transient et l'étude spectroscopique de l'atmosphère va nous dire est-ce que la planète est habitable. Donc, atmosphère, température. Donc, température pour l'eau liquide, parce qu'on suppose que c'est l'eau liquide qui est source de vie.
Donc, enfin, où il faut au moins de liquide pour une source de vie et la densité. Donc, ces trois informations-là, plus une quatrième dont j'ai pas parlé qui est importante, c'est le champ magnétique. Il faut aussi un champ magnétique sur la planète pour se protéger des rayons cosmiques venant de l'étoile. Hein. C'est le champ magnétique de la Terre qui permet d'éviter effectivement que notre atmosphère soit attaquée par les rayons solaires. Et ça aussi, c'est une des conditions. Donc, le satellite qui observe ça s'appelle Kepler. Il a observé beaucoup de planètes avec ces quatre conditions-là. Donc, je l'ai pas mise, mais il prend aussi en compte la condition du champ magnétique. Et donc, on a observé déjà plus de 5000 exoplanètes, dont on appelle ça de type Terre, donc qui ont une atmosphère, qui ont un champ magnétique, qui sont de type rocheux et qui ont de l'eau liquide. Et donc, enfin, 5000 exoplanètes qu'on a observés, et sur les 5000, il y a 25% de type Terre. Donc, un quart des planètes sont de type Terre qu'on observe, donc beaucoup plus qu'on le pensait, en fait, hein, beaucoup plus. Et aussi, on observe beaucoup plus de planètes. C'est-à-dire qu'on pensait au début que le système solaire, avec ses 8 planètes, bon, on avait 9, mais on n'en a plus que 8. Hein, une planète est sortie du catalogue de ce qu'on appelle une planète. Donc, le système solaire avec ses 8 planètes, en fait, était considéré comme un système très riche. En fait, c'est pas vrai. La plupart des systèmes qu'on observe maintenant ont plutôt entre 7 et 8 planètes. Donc, on a un système en 7 assez classique. Et comme par hasard, 8 planètes, on a 2 planètes de type Terre, c'est-à-dire Mars et la Terre, parce que Mars a eu de l'eau. Donc dans le système solaire, on a effectivement 2 planètes de type Terre. Mars a eu une atmosphère et a eu de l'eau. Donc en forme de vie, ça on ne sait pas évidemment, parce que les recherches sont encore en cours. Mais sur les 8 planètes, le système solaire correspond exactement en fait à ce qui est aussi observé dans le reste de l'espace. Donc notre système solaire semble assez classique. Voilà, avec des planètes habitables, 2 planètes habitables. Donc ça, c'est une simulation, une représentation du système TRAPPIST qui est observé. Alors il y a d'autres systèmes qui ont été observés il y a 2-3 ans, avec un système où il y a plusieurs planètes. Voilà, ce qu'on observe à peu près d'une planète TRAPPIST. Alors un autre système qui a été observé, donc 8 planètes qui sont en résonance harmonique, on appelle ça, parce qu'évidemment les planètes elles passent devant l'étoile à des périodes différentes. Donc il faut faire une étude. Et extraire en fait comme des notes de musique, hein, extraire des notes de musique un peu de tout ce bruit ambiant, et on reconstruit comme ça les 8 mouvements de planètes autour de l'étoile. Donc on connaît leur période, on connaît leur vitesse, etc. On connaît leur température, et il y a 2 planètes de type Terre dans le système TRAPPIST. Donc c'est en 2023 ça. Or c'est des études qui sont toujours évidemment en cours, et beaucoup de gens y travaillent. Or la question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'elles sont habitables, est-ce qu'elles sont habitées, ce qui est évidemment pas la même chose. Savoir qu'elles sont habitables c'est une chose, savoir qu'elles sont habitées c'est autre chose. Alors pour ça, il y a évidemment un paradoxe assez connu, qui est le paradoxe de Fermi. Donc déjà, j'ai repris la phrase de Giordano Bruno, qui est assez impressionnante. En 1584, bon, il a fini brûlé à Rome, donc c'est peut-être pas le bon moment de le dire, mais c'est tiré de son livre. Donc il est donc d'innombrables soleils et un monde infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres. À l'époque, il y avait 7 planètes, et comptait la Lune aussi comme une planète. Des 7 terres que nous voyons tourner autour du Soleil qui nous est proche. Alors cette phrase est vraiment incroyable, elle a quand même plus de 400 ans. Et il supposait déjà que chaque étoile qu'on voyait dans le ciel, chaque point qu'on voyait dans le ciel, c'est des étoiles comme le Soleil, et qu'autour de ces étoiles, il y avait 7 terres, 7 planètes qui avaient des mondes habités. Donc voilà, alors ça c'est assez incroyable. Et ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, c'est évidemment, alors l'histoire c'est que Fermi en 48 était au CERN. Il mange à la cafétéria du CERN, et il se lève et il dit mais où sont-ils, et il avait fait un calcul dans sa tête très très rapide pour savoir le nombre de signaux qu'on aurait dû observer si ces terres étaient habitées. Juste pour vous dire, le Fermi était quelqu'un quand même qui était très 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 bien câblé. Une petite anecdote pour vous montrer, il calculait très vite dans sa tête lors du projet Manhattan, lorsque la première bombe atomique a explosé. Il était dans le bunker, il était à peu près situé à 25 km du lieu d'explosion. Et la bombe explose, il prend un morceau de papier, il déchire en 4 le morceau de papier, puis en 8, et puis en 16. Il laisse tomber les morceaux de papier par terre. La bombe explose, le vent, le papier se recule d'à peu près, on va dire 1 centimètre, 1 centimètre et demi, et il dit quelque chose comme 30 kilotonnes, et ce qui était plus ou moins la valeur de la charge explosée dans Manhattan, juste par rapport au mouvement des morceaux de papier. Et on avait déduit la charge. Il faut savoir que pour connaître le nombre de kilotonnes d'une bombe A, on met des avions, on met des voitures, on met des bâtiments tout autour, et l'effet en fait correspond à l'effet qui est produit sur ces voitures. Donc il a fallu 1 mois avant de connaître 3 semaines avant de connaître la valeur de la charge. Et lui, avec 4 morceaux de papier, il avait, je crois que c'était 38. Enfin, il était à 10% près, il avait la bonne valeur. Donc le calcul qu'il avait fait dans sa tête dans le cas des mondes habités, c'était ça. On appelle ça l'équation de Drake. Donc le nombre de signaux qu'on devrait observer, c'est le nombre de civilisations multiplié par la densité des étoiles et par le volume du signal. La densité d'étoiles multipliée par le volume du signal, ça me donne le nombre de signaux donnés pour une étoile, multiplié par toutes les étoiles, multiplié par le nombre de planètes de type Terre autour de l'étoile. Donc on sait qu'il y en a à peu près 2 en moyenne.
Le volume du signal, ça on le connaît, hein, parce on sait combien de planètes combien d'étoiles on observe. Rho étoile, on le connaît aussi parce que c'est observé par le satellite Kepler. Et évidemment, il faut multiplier par la probabilité qu'une forme de vie soit intelligente, parce qu'il faut que nous envoie un signal. Donc ça, c'est pas clair. Mais ça, c'est le nombre de signaux qu'on s'attend à observer. Donc on peut faire le calcul assez simple. Si on fait le calcul de combien on s'attendrait, c'est ce qu'il avait fait dans sa tête. Donc on s'attend, donc cette image c'est ça, hein, c'est-à-dire on suppose qu'on a des civilisations qui nous envoient des signaux de type radio. On considère qu'une civilisation intelligente est une civilisation qui maîtrise l'électromagnétisme, hein, c'est la base d'une civilisation intelligente. Donc au moins recevoir ou émettre des signaux électromagnétiques. Et donc quand on fait le calcul, on a 1000 milliards d'étoiles par galaxie plus ou moins, on a 1000 milliards de galaxies qu'on observe, donc on va avoir 1000 milliards de terres potentielles, parce que je vous ai dit qu'il y a plus ou moins une terre par étoile, hein, parce que 8 planètes par étoile, 25%, ça fait plus ou moins 2 par étoile. Bon. Donc on s'attend à avoir plus ou moins 1 million de signaux à peu près sur un siècle, parce qu'on maîtrise l'électromagnétisme depuis à peu près un siècle. Donc, pour Fermi, on aurait dû observer 1 million de signaux, ce qui n'est pas le cas. Donc, sa question, c'était comment ça se fait qu'on n'a rien observé, vu le nombre de signaux qu'on devrait recevoir, on en a 0. Donc, le paradoxe de Fermi, il y a plusieurs solutions. La solution la plus évidente, c'est que la probabilité de forme de vie intelligente, c'est 0. Hop, je reviens, excusez-moi, en arrière. Hop. Voilà, donc la première solution, c'est qu'on est les seuls dans l'univers à être une forme de vie intelligente. Comme me disent certains, on n'est même pas sûr d'avoir une forme de vie intelligente sur Terre déjà. Il faut le prouver qu'il y en a sur Terre. Alors ça c'est une solution. Une solution, voilà, c'est la première solution, c'est qu'on est les seuls à l'univers, c'est un peu triste. Mais il y a d'autres solutions évidemment, un peu plus intéressantes. Il y a plusieurs solutions au paradoxe de Fermi, je vous en donnais 3. Mais vous voyez sur Internet, si vous êtes curieux, vous pourrez voir. Dans l'image que je vous ai faite, je vous ai un peu menti, je vous ai supposé que chaque civilisation vous envoyait des signaux continuellement pendant toute la durée de l'univers, depuis 13,8 milliards d'années. Or, c'est pas vrai, il faut tenir compte de quelque chose dont j'ai pas tenu compte, c'est la durée de vie d'une civilisation. Et si je tiens compte de la durée de vie d'une civilisation, c'est-à-dire que chaque civilisation m'a envoyé un signal pendant un temps donné, et pas en continu. Donc ça veut dire qu'en gros, le signal, je vais le recevoir, par exemple, pendant la durée de vie de la civilisation. Et ça se trouve, ils nous l'ont envoyé il y a 200 ans. Il y a 200 ans, on savait pas capter des signaux. Donc on les a juste ratés, en fait. Le signal est passé, et puis ensuite, on le voit plus. Et quand on fait le calcul, le fait de ne rien voir, on fait le calcul par rapport aux densités des étoiles et des planètes qu'on connaît, c'est assez facile à faire comme calcul, hein, c'est pas très compliqué. On donne aux étudiants de faire le calcul. Vous pouvez le faire chez vous sur une enveloppe, hein, c'est pas très très compliqué. On arrive à 100 000 ans. Donc ça veut dire que la durée de vie d'une civilisation intelligente, maximum, c'est 100 000 ans. Hein, s'il y avait plus de 100 000 ans de durée de vie intelligente, on aurait dû voir au moins un signal sur 100 ans. Donc, deuxième solution, c'est que une civilisation intelligente est autodestructrice. C'est une civilisation suffisamment intelligente, à un moment donné, arrive à une technologie capable de détruire son propre environnement. Voilà, quand on voit ce qui se passe en ce moment sur Terre, on est quand même pas très loin. Et donc, toute civilisation intelligente finit par s'autodétruire. C'est une solution du paradoxe de Fermi. Et il y a une troisième solution que j'ai vue qui était assez intéressante aussi, qui est assez récente, qui est qu'une civilisation intelligente se replie sur elle-même, naturellement, virtuellement. On voit ça dans les relations, même la nouvelle génération souvent préfère rencontrer des gens sur Internet et voir discuter virtuellement avec des êtres virtuels plutôt que les rencontrer en vrai. Et peut-être que cette intelligente, en fait, s'enferme sur elle-même et ne va plus explorer l'espace. Il n'y a plus aucun intérêt à explorer l'espace ou à contacter l'extérieur et qu'elle préfère vivre dans son propre monde virtuel qui est plus rassurant. Voilà, mais il y a plusieurs solutions hein, pour ce paradoxe-là, mais c'est quand même relativement intéressant. Toujours est-il que voilà. L'autre question qu'on peut se poser, c'est la question inverse. Combien de planètes ont reçu notre signal? Donc cette fois-ci, on est émetteur et non pas récepteur. Alors c'est assez intéressant, le calcul est super facile à faire, ça aussi. Hein, on émet depuis à peu près un siècle. Donc on peut savoir combien de planètes de type Terre ont reçu notre signal sur un siècle où on a émis les premières ondes radio. Alors, le chiffre est pas si grand que ça. Il y en a à peu près 10. Hein, il y a une dizaine de... Voilà, il y a à peu près 10 terres hein, qui ont reçu notre premier signal. Est-ce que vous connaissez quel est le premier signal qui a été émis de Terre? Signal radio suffisamment puissant pour passer à la stratosphère. Il fallait aussi une fréquence d'onde assez particulière parce que il faut pas qu'elle rebondisse sur la stratosphère. Donc la fenêtre est assez étroite. Il fallait qu'il soit assez puissant et qu'il soit émis dans le monde entier, autour de la Terre. Vous connaissez? Un événement mondial? Non. Non. Un événement mondial retransmis? Non, c'était avant. C'est le discours d'Hitler en 1936 de Berlin. En fait, le discours d'Hitler a été émis dans le monde entier avec la bonne fréquence et avec une puissance suffisante pour s'échapper de la stratosphère. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ne répondent pas. C'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça qu'ils ont la quatrième solution du paradoxe de Fermi.
Alors pour ceux qui ont vu le film ou qui veulent voir le film qui s'appelle Contact en 97, qui est basé sur le roman du cosmologiste Carl Sagan, vous voyez ce discours d'Hitler qu'on voit derrière dans le film. Hein, c'est en fait ces extraterrestres qui nous renvoient le signal qu'on leur a envoyé. Et on voit que derrière l'écran, c'est effectivement le discours d'Hitler. On voit c'est le discours d'Hitler qu'on voit derrière. Donc ça, effectivement, c'est sans doute, c'est un peu une légende parce qu'il y a un signal qui a été envoyé un peu plus tôt en fait, mais peut-être pas assez puissant pour être observé. Osons nous éloigner un peu cette fois-ci de la Terre, nous rapprocher d'un autre élément assez important et assez fantastique, évidemment, surtout dans la littérature populaire et dans les films, et dans la culture populaire ces dernières années avec des films qui ont tourné autour de ça. Je vais revenir sur un très léger historique du trou noir. Hein. C'est très très vieux le trou noir. C'est le livre de Laplace, première édition. Faut savoir qu'il a supprimé dans les éditions suivantes. Donc on peut le voir uniquement dans la première édition du Système du monde, Exposition du Système du monde. Il dit que s'il y a une étoile dont le diamètre serait 250 fois plus grand que celui du Soleil, il ne laisserait en vertu de son attraction parvenir aucun de ses rayons jusqu'à nous. Il est donc possible que le plus grand corps lumineux de l'univers soit par cela même invisible. Donc il a fait le calcul, en gros dans son calcul, donc il faut que ce soit 250 fois plus grand que le Soleil, ça correspond à la masse du Soleil dans une sphère de 3 km de rayon. Donc si on concentre le Soleil dans Paris, plus ou moins, pour avoir une idée, le Soleil dans Paris, on a un trou noir. Donc si je mets la masse du Soleil dans 3 km de rayon, on a un trou noir. Alors comment il a raisonné ? Il a raisonné évidemment, et c'était pas Einstein, donc il n'y avait pas de relativité générale à l'époque. Alors donc juste pour vous donner une idée de ce que c'est, donc 3 km, le Soleil dans 3 km, ça correspond à la Terre dans une coquille noire. On a un trou noir, si la Terre est concentrée dans une coquille noire, on a aussi un trou noir, ou un hamster dans 0,1 micromètre cube. Donc si on compresse votre hamster ou l'hamster de vos enfants dans 0,1 micromètre, on a aussi un trou noir, à pas refaire chez soi l'expérience, d'accord, ne compressez pas l'hamster de vos enfants ou vos petits-enfants. Mais un trou noir, en fait, donc il y a différents types de trous noirs, différents types de tailles. Un trou noir, c'est pas forcément, ils ont pas la même taille, suivant, ils ont des masses très différentes. C'est juste une concentration, en fait, de masse dans un point donné qui vous troue l'espace-temps. J'y reviendrai plus tard avec l'interprétation d'Einstein. Mais Laplace, évidemment, ne connaissait pas la relativité générale, et donc il a fait un exercice inverse qu'on peut donner aux étudiants tout simplement. Hop, je reviens en arrière, l'étudiant, hop, truc tout simple. C'est que on sait que si je lance une pomme à une vitesse au-dessous de 40 000 km par heure à peu près, c'est 11 km par seconde, la pomme me retombe sur la tête, 40 000 km heure ou 11 km par seconde, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'extraction. C'est la vitesse à partir de laquelle je donne suffisamment de force à ma pomme pour qu'elle s'extrait de l'attraction gravitationnelle. Donc ce qu'a fait Laplace, il a fait l'exercice inverse en fait, tout simplement. Lui, il a dit c'est l'inverse, je connais la vitesse de la lumière et je veux savoir qu'est-ce que je dois mettre sous mes pieds pour que la vitesse de la lumière me retombe sur la tête. Donc c'est l'exercice inverse, je connais la vitesse d'extraction qui est 300 000 km par seconde, quelle est la masse que je dois mettre sous mes pieds pour qu'elle me retombe dessus, et vous avez la masse du Soleil dans 3 km. Alors, il a ensuite effacé évidemment sa conclusion. Et dans ses prochaines éditions, il a effacé ça parce qu'il y a une erreur dans ce calcul. Il a fait le fameux, vous vous souvenez peut-être, MA égale somme des forces, ça vous dit quelque chose. Donc MA égale MG, ça vous dit quelque chose. Il a simplifié par M des deux côtés. Accélération égale G, mais on n'a pas le droit de simplifier par M parce que la lumière c'est une masse zéro. Donc on n'a pas le droit de diviser par zéro. D'accord ? Donc c'est pas juste. Il a fait un truc faux, mais qui est juste. Paradoxalement, parce qu'Einstein dit que l'énergie c'est aussi de la masse, E égale mc2. Donc en fait, il avait raison si on pensait en énergie et pas en masse, mais il a supprimé, donc c'est uniquement dans sa première édition, dans toutes les autres éditions, il a supprimé, il dit c'est une bêtise, parce qu'on lui a dit qu'est-ce que tu fais, t'as pas le droit de faire ça. Et donc il a supprimé, mais il avait raison. Alors il avait raison à un facteur 2 près. Quand on fait le vrai calcul en relativité générale, c'est exactement la même chose à un facteur 2 près, parce qu'il y a le temps qui est déformé aussi. Il faut tenir compte de la dilatation temporelle. Et là, on a un facteur 2. Donc, c'est juste un facteur 2 d'erreur qu'il a fait, mais son raisonnement tient assez bien, juste parce qu'une masse, c'est aussi une énergie, et de la lumière peut être considérée comme, entre guillemets, une forme de masse, parce qu'il y a l'énergie. Donc, la vision d'Einstein pour un trou noir, c'est là, on va voir que c'est quand même différent, et c'est la vision juste, c'est la vision qui donne ce qu'on observe. La vision d'Einstein est légèrement différente. Donc, pour ça, un petit rappel sur ce qu'on appelle la relativité. Souvent, je prends cet exemple de la fourmi et la citrouille pour la relativité générale. Donc, pour donner une idée, ceux qui ne sont pas habitués à la relativité générale, c'est que Einstein travaille dans un espace courbe, et je prends souvent l'exemple de 2 fourmis sur une citrouille. Elles sont toutes petites, donc pour elles, leur citrouille, elle est quasiment plate, parce que elles sont en train de se promener sur des rainures de la citrouille, mais elles se rendent pas compte que la citrouille est courbée. Elles sont trop petites, comme nous sur la Terre. On se rend pas compte que la Terre est courbée parce qu'on est petit par rapport à ça. On peut imaginer qu'elle est plate, mais elles se dirigent toutes les deux vers le nord de la citrouille, donc vers le sommet de la citrouille. Donc la fourmi de gauche, je vais l'appeler Newton, et celle de droite, je vais l'appeler Einstein. Et donc les 2 fourmis se rapprochent, et évidemment, elles vont dans la même direction. Les 2 prennent la même direction. Les 2 vont exactement vers le sommet de la queue de la citrouille. Elles discutent entre elles. Elle dit moi dit moi aussi je vais à la queue de la citrouille. Non, moi je vais à la queue de la citrouille, moi aussi. Donc elles comprennent pas bien parce qu'elles vont tous les deux vers la queue de la citrouille, mais elles se rapprochent.
Donc la fourmi de gauche, qui s'appelle Newton, va inventer une force qu'elle va appeler force de gravité. Elle va inventer la gravité. Elle va dire, eh bien, il y a une force d'attraction. On s'attire l'un par rapport à l'autre. Et donc, je vais faire mes équations de force d'attraction gravitationnelle. Et c'est les équations de Newton qui disent, on s'attire, moi je t'attire, toi tu m'attires. Il y a une force d'attraction entre nous deux. C'est ce que je vais décrire. Sauf que la fourmi de droite s'appelle Einstein. Et elle a compris qu'il n'y a pas de force. La force n'existe pas. Il n'y a pas de concept de force dans Einstein. La force n'existe pas. Il n'y a que des courbures d'espace. Et on a l'impression de se rapprocher parce que l'espace est courbe et la courbure de l'espace fait qu'on se rapproche. C'est-à-dire que tout mouvement qui semble un peu tiré comme la Terre qui tourne autour du Soleil, ou le Soleil qui tourne, ou la Lune qui tourne autour de la Terre, toutes les planètes qui tournent l'une autour de l'autre, ou tous les mouvements qu'on voit, sont juste des mouvements droits dans l'espace courbe, mais le fait d'aller tout droit dans l'espace courbe vous donne l'impression que vous avez une direction courbe. Donc la Terre en bleu ici tourne autour du Soleil, non pas parce qu'elle est attirée par le Soleil, mais parce qu'elle va tout droit dans l'espace courbe. La Lune tourne autour de la Terre, non pas parce qu'elle est attirée par la Terre, mais parce qu'elle va tout droit dans l'espace courbe. Tout le monde va toujours tout droit, mais l'espace est en courbe, on a l'impression qu'on est attiré l'un par l'autre. C'est comme si on a une montagne en face de soi. Le chemin le plus court, c'est pas d'aller tout droit et prendre la montagne, mais c'est de contourner la montagne. Et en contournant la montagne, en fait, vous allez prendre le chemin le plus court. Et la nature prend toujours le chemin le plus court. Mais le chemin le plus court dans l'espace courbe, c'est pas la ligne droite. Alors souvent, à une époque, j'ai eu un rendez-vous une fois avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et je lui avais dit le gros problème. Alors pourquoi on a mis autant de temps à comprendre ça? C'est parce que le problème, c'est que tous les cours de physique et de mathématiques qu'on donne, c'est sur des tableaux plats. Pythagore, les parallèles qui se coupent à l'infini, Euclide, tous nos tableaux en sont plats. Si on avait des tableaux sphériques, en fait, les parallèles elles se coupent pas à l'infini. La somme des angles des triangles, c'est pas 180 degrés. A carré plus B carré, ça fait pas C carré. Donc il faudrait des tableaux courbes, en fait, il faudrait des tableaux en forme de sphère, et ça ouvrirait d'un seul coup l'esprit et se dire oui, en effet, c'est tout ce que j'ai appris, c'est un tableau exactement plat. Mais rien n'est exactement plat. En fait, c'est exactement faux. Il y a aucun espace qui peut être exactement plat. Donc évidemment, tout ce qu'on apprend en mathématiques est faux. Par définition, parce que l'univers est forcément pas exactement plat, vu que c'est la probabilité d'avoir quelque chose d'exactement plat est nulle. Et donc c'est Einstein d'ailleurs, ces idées ils l'ont eu. Alors juste pour vous dire comment, pour se mettre dans le cerveau d'Einstein peut-être à l'époque, comment elle a eu cette idée de cet espace courbe. En fait, il avait un ami qui s'appelait, un ami qui travaillait sur les thèses de Riemann. Parce que la mathématique des espaces courbes était déjà connue en 1915. Ça c'est 1900. Enfin les premières idées c'est 1913. Le premier article d'Einstein sur le domaine, c'est 1913. Le final, c'est 1915, où il calcule la période de Mercure. La première idée, c'est 1907. Quand, en fait, il est à Berne, il travaille au bureau des offices de Berne, il lit dans le journal que un couvreur tombe et meurt. Bon, c'est pas une bonne nouvelle. Mais lui, il pense pas ça comme ça. Il dit, s'il tombe et qu'il tombe avec ses outils, est-ce qu'il sait qu'il tombe, qu'il est en train de tomber, ou alors est-ce qu'il croit qu'il est en lévitation? D'accord, parce que si on tombe, à Pise, Galilée, la chute de la plume et du plomb, on tombe à la même vitesse, quelle que soit la masse évidemment, parce que la masse elle se simplifie des deux côtés, comme je vous l'ai dit. Donc en fait, on tombe à la même vitesse. Une plume et un plomb vont tomber dans le vide à la même vitesse, et donc il s'imagine et se dit est-ce que si j'enlève tout l'environnement autour de ce couvreur qui tombe avec ses outils, est-ce qu'il sait qu'il tombe ou est-ce qu'il croit qu'il est en lévitation? Et en fait, il dit non, en fait. Il sait qu'ils tombent parce qu'en fait, ils vont tomber tous les deux, mais vers le centre de la Terre. Donc en fait, les outils vont se rapprocher infinitésimement du couvreur parce qu'ils se rapprochent du centre de la Terre. Donc ils tombent en parallèle, mais pas tout à fait en parallèle, quand même attirés l'un vers l'autre pour aller vers le centre de la Terre. Et c'est là où il va voir un de ses amis mathématiciens, Grossman, et il lui dit, est-ce que tu connaîtrais des théories où on va tout droit en parallèle pour respecter Galilée, d'accord, mais on se croise quand même? Et c'est là où Grossman dit bah oui, c'est les théories de Riemann de 1880 à peu près, c'est l'espace courbe. En espace courbe, tu peux très bien avoir des lignes parallèles qui se coupent, la Terre, les longitudes tout simplement. Donc oui, tout espace courbe, les parallèles se coupent. Et donc voilà, il a voulu juste garder le principe de Galilée qu'on tombe toujours en parallèle, mais qu'on doit se croiser à un moment donné quelque part sur la Terre. Et la seule possibilité, c'est que l'espace soit courbe. Voilà, juste pour vous dire dans la tête comment il s'est dit que effectivement, si je veux garder le principe de Galilée, mais je veux garder le principe de chute libre, il faut qu'on se courbe. L'autre différence aussi fondamentale entre Einstein et Newton, c'est le repos. Pour Newton, là, je bouge pas. Pour Einstein, je suis en accélération. Si je prends un accéléromètre, et ici vous prenez tous un accéléromètre, vous verrez que vous êtes en accélération. Vous avez l'impression de repos, vous êtes en accélération. Pourquoi? Parce que c'est la Terre qui m'empêche de tomber. D'accord? Si j'enlève le sol de la Terre, je tombe au centre de la Terre. Le vrai repos, c'est la chute libre. La chute libre, on est tous en train de tomber à la même vitesse. Donc le repos, c'est la chute libre. En chute libre, c'est le vrai état de repos. La Terre m'empêche de tomber. Là, je suis dans un ascenseur, et ma masse, mon poids, reflète le fait que je suis en accélération. Alors que si je suis dans un ascenseur, vous allez bien sentir, vous êtes plus lourd. D'accord? Donc là, je sens un poids différent pour chacun, évidemment, parce que je suis en accélération par la Terre. La Terre m'accélère en ce moment. On est tous dans un ascenseur en ce moment. C'est pour ça que vous avez un poids. Alors, il est plus fort qu'on a un ascenseur parce qu'on a un peu plus de poids parce que l'ascenseur est en accélération. Donc, je suis en accélération parce que je suis dans un ascenseur. Ça, c'est la vision d'Einstein. La vision de Newton, je suis au repos parce que je bouge pas par rapport au sol.
D'accord? Mais ce qui est important, c'est la chute libre absolue, dans l'espace absolu. Donc le vrai état de repos, c'est la chute libre. D'accord? Donc c'est le couvreur qui tombe, qui est au repos. D'accord? C'est pas le couvreur qui est en train de réparer le toit. Donc ça aussi, prenez un accéléromètre, vous verrez que vous êtes en accélération. C'est normal parce que vous avez un poids. Et si on est en chute libre, on n'a pas de poids. Donc, c'est deux visions vraiment, vraiment différentes. C'est pour vous dire que c'est pas uniquement dans les équations, c'est des visions conceptuelles de la gravité qui n'ont rien à voir. Hein, c'est des visions vraiment différentes de la gravité entre Newton et Einstein, et qui donnent évidemment plein de paradoxes, parce que du coup, l'espace est en courbe, et il se trouve que le temps aussi se courbe, parce que l'espace et le temps sont liés, font qu'on a forcément des paradoxes assez forts. Alors ça, c'est le premier article justement de 1913 avec Grossman, donc Einstein et Grossman. Hein. Alors d'habitude, je l'amène, je l'ai pas amené parce qu'il il commence à s'abîmer un peu, donc j'ose plus le sortir. Je l'ai effectivement chez moi. Alors c'est très intéressant de voir aussi parce qu'il a appartenu au lieutenant Walter Kussel. Il y a marqué Toulouse Carmélite, dépôt des prisonniers de guerre. C'est assez incroyable parce que cet article en fait a fait les prisons françaises parce que c'était un soldat en fait allemand qui en 1913 avait l'article d'Einstein quand il faisait les tranchées, guerre des tranchées, était fait prisonnier jusqu'à Toulouse, d'abord en Bretagne, puis à Toulouse et puis ensuite à Moulins, et il a laissé cet article, en fait il a déposé cet article. Walter Kussel il était médecin. En fait, après j'ai fait des recherches sur lui, c'est pour ça que je vous dis ça parce que j'ai même eu son acte de mariage. Il était de Kaliningrad. Et en fait, faut vous imaginer que ce soldat-là, pendant les tranchées, il lisait quand même les théories de gravitation d'Einstein en 1913, hein, donc avant qu'Einstein soit connu, hein, avant la vraie théorie. Donc c'est assez cool. Il y a ces annotations, il est en train de faire des annotations sur les équations, c'est quand même assez incroyable. Et donc voilà, donc le résumé. Donc le Soleil courbe un peu la Terre. Évidemment, plus l'objet est dense, plus l'effet de courbure va être fort, ce qui correspond à une gravité forte dans la traduction Newton. Donc une étoile à neutrons courbe un peu plus. Un trou noir, c'est un trou. Donc les droites sont parallèles. Hein, c'est un vrai trou dans l'espace-temps. C'est la limite absolue à partir de laquelle, si je mets le Soleil dans Paris, je trouve l'espace-temps et j'ai un vrai trou. Alors on m'a dit qu'il y a un objet encore plus massif que ça en fait. Ça vérifie, mais je crois que c'est un peu vrai. Hein. Je suis breton, je peux vous dire, c'est une part de Queen Amman. Une part commun, je sais pas si vous avez goûté ça, mais je suis breton, faut vous dire que c'est voilà, on la sent bien passer dans l'estomac celle-là. Ça peut vous percer aussi l'estomac, faites attention. Mais bon, ça pour l'instant, ça fait pas partie des théories testées. Alors, un trou noir, c'est une singularité. Donc juste pour vous donner une petite illustration de ce qu'est un trou noir. Illustration physique, hein, parce que c'est assez proche de ce qui se passe. Et vous avez une rivière avec des poissons ou alors une barque. Hein, et évidemment, il y a ce qu'on appelle un horizon. Un horizon, c'est le point à partir duquel on peut plus s'échapper de la cascade. Hein. Si vous ramez à droite de l'horizon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous échapper de la cascade, il n'y a aucun problème. Mais il va y avoir un point à partir de laquelle la vitesse de l'eau sera supérieure à votre vitesse de la barque. Qu'est-ce que soit ce que vous pouvez faire, c'est inévitable, vous tomberez dans la cascade. L'horizon, donc c'est la même chose. Alors dans un trou noir, évidemment, on suppose, parce que évidemment c'est la théorie qu'il donne, mais personne n'est rentré dans un trou noir. Il y a aussi un horizon à l'intérieur du trou noir, où les poissons, une fois tombés dans la cascade, essayent de remonter, mais ils peuvent pas remonter parce qu'il y a un niveau à partir duquel ils ne vont pas assez vite pour pouvoir remonter le flux de l'eau. Donc c'est un peu la même chose, il faut juste remplacer la vitesse de l'eau par la vitesse de la lumière, mais c'est un peu le même principe. À un moment donné, la lumière ne pourra plus s'échapper du trou noir, et une fois dans le trou noir, elle ne pourra plus en sortir. Donc on appelle ça l'horizon des événements, puisque tout ce qui se passe dans le trou noir ne peut plus en sortir. Et on ne sait pas ce qu'il y a un trou noir. Parfois les gens me demandent qu'est-ce qui se passe quand on tombe. Personne n'est rentré dans un trou noir, de toute façon on ne pourra pas le savoir. Pour vous imaginer un trou noir, faut vous imaginer devant vous une sphère noire, hein, pas plus que ça. Vous avez devant vous une grande sphère noire. Ok, alors il y a différents types de masse, donc ça peut être n'importe quel type de masse, mais une sphère de 3 km par exemple. Et en fait, elle aspire tout. Donc tout ce qui rentre dedans, évidemment, on ne sait pas où ça va, parce que des étoiles rentrent dedans, des galaxies peuvent rentrer dans un trou noir, donc évidemment, on ne sait pas où ça va. Souvent, on me pose une question, c'est pas un problème hein, que la matière disparaisse, c'est pas un problème, hein, la matière a droit de disparaître. Il n'y a aucun problème là-dessus en physique. Hein. En tant que physicien, de la matière peut être créée ou disparaître par rapport à la courbure de l'espace. Hein. Einstein dit que courbure égale énergie égale matière. Donc une création ou une disparition d'énergie, il n'y a pas de conservation d'énergie dans l'univers non plus, il faut le savoir. L'univers s'étend. Alors ça, je vous laisse exercice chez vous. C'est un exercice que je demande même à des collègues parfois. Et je me rends compte qu'ils en parlent. L'univers en expansion, en fait, la lumière bleue va nous arriver rouge parce que c'est l'effet Doppler, d'accord. Donc il y a une expansion univers. Et donc la longueur d'onde va être étirée. Donc un soleil qui va émettre bleu, il va arriver rouge dans nos télescopes. Et après, nous on va traduire ça par rapport à l'expansion univers que la lumière était bleue. Et je demande souvent où va la lumière. Hein. L'univers en expansion, mais la lumière est redshiftée. On appelle ça la longueur d'onde est étirée. Donc du bleu, ça arrive au rouge. Le bleu, c'est plus énergétique que le rouge. Donc où va l'énergie? Alors, je laisse réfléchir où va l'énergie. C'est assez intéressant. Donc tout ça pour dire que l'énergie n'est pas conservée dans l'univers. Hein. Le fait que l'énergie est conservée, c'est parce que vous travaillez. Enfin, les physiciens, souvent les profs, travaillent dans une physique avec une métrique qui est fixée.
C'est-à-dire qu'on a une métrique qui est fixée, mais en fait, la métrique, quand vous commencez à bouger la métrique, il faut tenir compte de l'énergie dans la métrique. C'est pour ça que l'énergie n'est pas conservée dans l'univers, parce que la métrique elle-même est une forme d'énergie. Voilà la réponse. Et après, il y a une question de temps aussi. Il y a une dilatation temporelle. Mais tout ça pour vous dire que un trou noir, c'est pas grave si quelque chose rentre dans le trou noir et disparaît. Ce qui est vrai, c'est l'information. C'est la théorie de l'information du trou noir. C'est le paradoxe de la théorie de l'information du trou noir qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est que autant la matière, autant l'information, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de perdre l'information, d'accord? J'ai le droit de transformer de la matière en géométrie ou en énergie, ça y a pas de problème. Mais l'information, je n'ai pas le droit de la perdre. C'est quoi l'information? Les équations physiques qu'on dérive, que ce soit même en quantique, ce sont des équations avec des dérivés, si vous voulez, mais on peut inverser le temps, on peut remonter le temps. La pomme, j'ai les équations qui tombent, je peux remonter pour savoir d'où vient la pomme. D'accord? Toutes les équations physiques, je peux inverser le temps et savoir d'où est la source. D'accord? Il y a rien, il y a pas un démon qui me coupe le fil ici, qui me dit non, là tu peux pas savoir comment on remonte. Même la mécanique quantique, elle est évidemment probabiliste, mais les équations de Schrödinger sont des équations qui sont déterministes. La mécanique quantique n'est pas déterministe en elle-même, mais ces équations le sont. Je peux déterminer comment évoluent mes fonctions de probabilité. D'accord? Donc en fait, si j'ai une banane, on prend souvent l'exemple de la banane, je sais pas pourquoi on prend l'exemple de la banane, c'est souvent l'exemple de la banane qu'on prend, et je la lance dans un trou noir. Le problème, c'est que dans la banane, j'ai toute l'histoire de la banane. De la banane, si je peux, évidemment, théoriquement, connaître toutes les équations de toutes mes particules, je peux remonter à l'arbre de tissu de la banane. D'accord? Je peux remonter au bananier. Donc, si je connais toutes les équations, théoriquement. Mais si ma banane rentre dans le trou noir, en fait, l'information est perdue. Donc, c'est pas la banane que je perds, c'est l'information. Toute l'histoire de la banane est perdue. Et en physique, on n'a pas le droit de perdre l'histoire. Parce que ça veut dire que c'est comme si j'ai un démon et je coupe le fil. Et donc, le principe même de la physique, qui est qu'on peut pas être prédictif, s'effondre. Donc, en tant que physicien, je n'ai pas le droit de perdre l'information ou la science physique n'a plus de sens. D'accord? Et le problème du trou noir, c'est que l'information est perdue. Et le fait de perdre l'information, ça, c'est le paradoxe de l'information des trous noirs qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des théories qu'on appelle les théories holographiques qui sont assez complexes, en fait, où on vit uniquement en 2 dimensions. On a l'impression d'être en 3 dimensions, mais on ne vit qu'en 2 dimensions. Et la 3e dimension, c'est l'information. Qu'importe. Ça, c'est des théories assez complexes, mais tout ça pour dire que un trou noir, ça vient d'où? C'est une étoile qui s'effondre. Voilà des simulations d'effondrement d'étoiles. Donc, une supernova, une étoile va exploser et le cœur de l'étoile va s'effondrer en trou noir. C'est pour des étoiles qui sont à peu près autour de 8 à 10 fois la masse du Soleil. Alors, vous allez dire comment ça se fait qu'elles s'effondrent pas tout de suite? C'est parce qu'en fait, les étoiles sont souvent des systèmes binaires. Il y a une autre étoile à côté et une étoile est en train de bouffer l'autre étoile. Donc, en fait, deux étoiles sont souvent en forme de binaire et l'une est la plus massive, absorbe en fait toute l'énergie de l'étoile qui est à côté d'elle, et à un moment donné elle va grossir, et quand elle atteindra la limite qu'on appelle le champ des Saccard, elle va s'effondrer sur elle-même et elle va former un trou noir ou une étoile à neutrons. Donc si elle fait en gros la densité, si ça correspond à 3 km, donc la masse du Soleil dans 3 km c'est un trou noir, et la masse du Soleil dans 10 km c'est une étoile à neutrons. Donc c'est aussi intéressant l'histoire des trous noirs. Il faut savoir que c'est une solution qu'on appelle le Schwarzschild. C'est quoi Schwarzschild? Pareil, canonnier, 1916, quand il lit l'article d'Einstein. Einstein, 1915 article. Décembre 1915, article d'Einstein. En mars 1916, Schwarzschild lit l'article d'Einstein et dit vos équations sont bizarres parce que si je mets le Soleil dans 3 km, on a 1 sur 0 et 1 sur 0 c'est l'infini. Donc c'est un bug dans vos équations. Et donc un trou noir s'appelait jusqu'en 76 une solution de Schwarzschild. Et donc Einstein reconnaît et Schwarzschild meurt sur le front du typhus. Et donc Einstein reconnaît et publie un article au nom de Schwarzschild en disant mes équations sont sympas, mais mettez pas le Soleil dans 3 km parce qu'il y a un bug. De toute façon, on n'aura jamais une étoile avec dans 3 km, ça n'existe pas. Donc il dit c'est pas très grave, c'est un bug, on résoudra ça. Et en fait, ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est resté comme ça. Et c'est en 67 lorsqu'on a découvert le premier étoile à neutrons, le pulsar, vous verrez, qui correspond à un masse du Soleil dans 10 km. Où là, les gens se sont dit, aïe, on a un objet qui est quand même pas loin de la limite 1 sur 0 égale infini. Peut-être qu'on va commencer à regarder ce truc bizarre. Et c'est là où Hawking, Penrose, etc. et Kip Thorne plus tard ont décidé de considérer la solution le bug mathématique comme un objet physique. Ça, c'est aussi un changement de paradigme énorme. C'est les théoriciens se disent, c'est 1 sur 0, c'est une solution mathématique qui n'existe pas, qui a un bug, et je vais considérer que c'est un objet physique. Et je vais le traiter comme si c'est un objet physique. Je connais ses équations, je sais à quoi il va ressembler, je sais comment il va rayonner. Jean-Pierre Luminet en France a été un des premiers aussi à avoir cette idée-là. C'est un des premiers, le premier à avoir fait une photo d'un trou noir, une image d'un trou noir. Il faisait ça avec un pinceau. Il avait, si vous le voyez un jour, Jean-Pierre Luminet, il vous explique ça très bien. Il avait un petit pinceau, je vais vous montrer la photo qu'il avait. Et en fait, il résolvait les équations d'Einstein. Et quand il y avait un grand chiffre, il mettait 3 coups de pinceau, un petit chiffre, un coup de pinceau, un chiffre un peu moins grand, 2 coups de pinceau. Et qu'il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. Et comme ça, il a fait la photo du premier trou noir qu'on devrait voir. Donc on considère en fait que le trou noir existe alors qu'on l'a jamais vu. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y avait eu à une époque des
Je crois qu'il faudra que je baisse le son tout à l'heure. Mais la détection en fait vraiment des trous noirs les plus la plus récente, c'est via les ondes gravitationnelles. C'était la première vraiment observation d'un trou noir. On avait observé par rapport aux étoiles qui tournaient autour de son galaxie, qui avait un petit problème, qui avait un objet très massif. Mais évidemment, les ondes gravitationnelles en 2015 a été une révolution. Jean-Marie en a parlé, c'était vraiment incroyable. Il faut savoir que quand je faisais mon DEA à l'époque, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, hein, mais les derniers de ma classe allaient dans cette expérience-là, parce que on savait pas pourquoi ils faisaient ça, parce qu'on était sûr qu'on découvrirait rien du tout. Nous, à l'époque, c'était le LHC, le CERN, c'était la supersymétrie, théorie des cordes. Et quelques-uns de mes collègues se sont dit, mais si, on va essayer de détecter les ondes gravitationnelles, parce qu'en fait, dans le calcul qu'on connaissait à l'époque, on avait dit qu'ils pourraient détecter normalement un signal tous les siècles. Dans leur expérience, LIGO et Virgo. Enfin, c'était Virgo à l'époque. Et un signal par siècle, faut être très très chanceux. Alors, ça peut arriver, et peut-être qu'ils le détecteront. Alors que le CERN, on va tout découvrir. C'est l'inverse, en fait. Le CERN, on n'a malheureusement rien découvert. Enfin, le Higgs, ce qui est déjà énorme. Et ils ont découvert l'onde gravitationnelle. Or, l'erreur de calcul qu'on avait fait, on avoue tous, l'erreur de calcul qu'on avait fait, donc moi j'ai fait mon master, c'était en 97, c'est qu'on pensait qu'il y avait moins de trous noirs, en fait. C'est une erreur de calcul de trous noirs. En fait, il y a beaucoup plus de trous noirs. Ils ont allumé l'appareil, ils ont vu le signal 48 heures après. C'est pour vous dire. Ils ont allumé, ils ont vu le premier signal, alors qu'on devait attendre un siècle. C'est pour ça qu'il a fallu 4 mois avant de confirmer le signal, parce qu'on était déjà pas sûr, et surtout parce qu'il y avait une méthode qui était très très vicieuse. Je sais pas si vous connaissez comment ça marchait LIGO. Ils avaient 2 hackers en fait dans l'expérience. C'est un système très très vicieux. Des hackers qui hackaient l'expérience, qui envoyaient des faux signaux régulièrement, mais d'après un calcul théorique, afin de savoir s'ils étaient capables de reconstruire le signal d'où venait le calcul qu'ils avaient fait. D'accord, d'où venaient les ondes gravitationnelles, combien de trous noirs, la masse des trous noirs, etc. Et ils se plantaient assez souvent. Et en fait, les gens travaillaient comme des fous pendant 3-4 mois pour retrouver le signal sans savoir que c'était un faux signal. Donc il y a quand même 1000 personnes qui travaillaient sur. Et lorsque le papier est écrit, rédigé, prêt à être posté, c'est là où il y avait un bouton vert ou un bouton rouge qui leur disait c'est un vrai ou c'est un faux. D'accord, donc alors, il y a des gens qui travaillaient pendant des mois sur des faux signaux. Et donc, comme ils pouvaient hacker le signal, là c'était un vrai signal pour le coup, mais les gens doutaient. Ils disaient peut-être qu'il y a des hackers russes qui ont hacké un truc, qui ont envoyé un faux signal sans qu'ils s'en rendent compte. Donc il y avait que le directeur de l'expérience et 2 hackers qui étaient au courant de si le signal qu'ils observaient c'était un vrai signal ou un faux signal. C'est pour ça que ça a mis du temps, mais bon, maintenant ils en observent à peu près entre 4 et 8 par mois. Des signaux. Donc maintenant, on en voit plein partout. Alors comment ils ont vu le signal? Alors je vous montre le signal. Donc je sais pas si vous les avez déjà vus, mais ça c'est le premier signal d'une onde gravitationnelle. Hanford Livingstone, donc LIGO. C'est aux États-Unis, en Europe c'est Virgo, qui est à Kachina, à côté de Pise. Donc en fait c'est tout simple, c'est un signal qui est de 1 Hertz. Pourquoi 1 Hertz? Parce que le temps que 2 trous noirs se collisionnent, c'est 1 seconde à peu près. Donc c'est pas si énorme que ça. Il faut 1 seconde. Donc ils tournent autour d'eux-mêmes pendant à peu près quelques milliards d'années. 2 trous noirs tournent autour d'eux-mêmes pendant 1 milliard d'années, et à un moment donné, ils se rapprochent, et le temps de la collision et de la fusion d'un seul trou noir, c'est 1 seconde. Donc ça fait un signal d'1 Hertz. Donc voilà la simulation à quoi on s'attendait. Donc il y avait 2 trous noirs, un peu plus petit que l'autre, une vingtaine de fois la masse du Soleil. Donc ils ont tourné autour d'eux. Donc les ondes gravitationnelles ici, c'est des vagues, mais pas très très fortes. Donc c'est comme ma citrouille. C'est comme si je faisais des vagues sur ma citrouille. C'est l'espace-temps qui est déformé. Et ils se collisionnent. En un trou noir, effectivement, une vague va mettre à peu près 2 milliards d'années pour arriver sur la Terre. Et ce qu'on a observé, nous, le 15 septembre 2015, c'est la vague qui est arrivée sur Terre. Et en fait, le fait d'avoir des détecteurs sur la Terre, on a vu la Terre se déformer. Alors, je pense que vous n'avez pas senti la Terre se déformer le 15 septembre 2015. Votre café s'est pas déformé, votre femme s'est pas déformée, vos enfants, votre femme, si. Et donc, ce qui s'est passé, donc la Terre s'est déformée. Donc, c'est ce qu'on a observé. Évidemment, c'est exagéré au niveau de la taille. C'est une précision absolue. Virgo, c'est un 3e détecteur en Italie, donc on peut faire une triangulation avec 3 détecteurs. Le prochain, c'est Kagra au Japon, qui sera normalement construit dans 5 ans, et Ingra en Inde, qui est aussi en train d'être construit pour avoir plusieurs détecteurs pour voir les déformations. Le système, c'est d'une simplicité absolue. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'y croyait pas. Nous, qui travaillons en supersymétrie, que les gens travaillaient sur ce système-là, c'est un interféromètre. C'est de plus simple. Ce qu'on fait je crois que c'est en terminale, on fait ça, non? Je crois qu'en terminale, on fait des interféromètres en expérience en TP. C'est exactement ça. On envoie un laser sur un miroir. On envoie un laser sur l'autre miroir, donc un miroir semi-réfléchissant, et les 2 lasers ici rentrent en corrélation. Donc on s'arrange de telle sorte qu'ils soient en interférence négative, comme ça on voit rien du tout sur l'écran. Et si les miroirs bougent, évidemment, il va y avoir une figure d'interférence qui va se faire sur l'écran. Et suivant la fréquence de mouvement des miroirs, on peut remonter à la déformation de la Terre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous remarquez que les miroirs, ils sont à peu près à 3 km de distance. Pourquoi? Parce que le trou noir, il fait 3 km, je viens de vous dire. 3 km, la masse du Soleil de 3 km.
Donc là, les masses du trou noir, ils étaient un peu plus gros, hein, c'était 20 fois la masse du Soleil, mais le rayon il est proportionnel à la masse. Donc en fait, c'était à peu près voilà, alors c'est les lasers font des allers-retours, donc c'est des expériences qui font à peu près en moyenne 10 km. Et ce qu'on a observé, c'est l'équivalent de la taille d'un atome sur le Soleil. Il faut vous dire la précision, hein, la taille d'un atome sur le Soleil. Ils ont mesuré une précision équivalente à ça. Donc c'est une précision absolue. Et donc maintenant l'expérience c'est Virgo, donc on en observe à peu près 4-5 par mois, et vous allez voir qu'on a aussi observé la fusion d'étoiles à neutrons, ce qui est encore plus impressionnant parce qu'on a pu vérifier la vitesse de propagation de ces ondes. Donc ça c'est, je pense, une des plus grandes découvertes, évidemment, un prix Nobel 2 ans plus tard. Bon, c'est une des plus grandes découvertes, je pense, vraiment du siècle, hein, des ondes gravitationnelles, c'est vraiment incroyable. Et en quelques années plus tard, c'est pour ça que ça s'accélère, 2015-2021, on a même une photo d'un trou noir. Alors, comment on a fait? C'est l'Event Horizon Telescope. Tout simplement, ils sont liés côté, plutôt que chacun observe sa propre étoile, on va combiner tous les télescopes sur Terre en même temps, on va tous pointer en même temps un point où on sait qu'il y a un trou noir, et on va rester pendant 3 mois à pointer ce truc-là. Et à un moment donné, on va rassembler toutes les photos, et on va avoir enfin un trou noir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tous les télescopes du monde, on arrête de regarder ton étoile, tous ensemble, on regarde un trou noir, on reste 3 mois, on développe, et on va voir la photo. Voilà, tout simplement. Et ils ont vu ça. Alors, c'est assez impressionnant. Alors, parce que maintenant, on voit même les flux magnétiques. Vous voyez, avant, il n'y a pas les flux magnétiques, mais on voit même les flux magnétiques qui rentrent dans le trou noir. Donc, on voit vraiment quasiment la dynamique du trou noir ici. C'est M87. Alors, il est immense, hein. C'est un trou noir supermassif qui est immense, pris en mars 2021. Et en fait, il se trouve qu'on a pu voir le trou noir. Donc, en gros, hein, pour revenir sur l'image d'un trou noir entre l'illusion de, ça, c'est le dessin au-dessus, c'est le dessin de Jean-Pierre Luminet. Alors, vous voyez, c'est un dessin, hein, c'est les petits points, vous voyez, c'est vraiment un pinceau qu'il avait pris, hein, pour mettre les petits points. Et c'est comment devrait ressembler un trou noir d'après les équations d'Einstein. En gros, on prend la solution de Schwarzschild et on considère, donc là, l'infini, c'est le trou que vous voyez au milieu. Et il a fait tout ce qui est autour de l'infini et comment on devrait voir un trou noir, et ça correspond, en fait, effectivement, à ce qui a été observé. Donc, c'est vraiment une grande réussite, et comment un objet mathématique est devenu d'un seul coup un objet physique. Alors ça c'est le nôtre, hein, il a été pris en photo assez récemment, en mai 2022, hein, donc un an plus tard on a vu notre trou noir à nous, Sagittarius. Alors pourquoi aussi rapidement on a vu les deux? Tout simplement parce que angulairement c'est à peu près la même taille, c'est comme la Lune et le Soleil. L'autre trou noir est beaucoup plus grand mais beaucoup plus loin, le nôtre est beaucoup plus petit mais beaucoup plus proche, mais en taille angulaire c'est la même qu'entre la Lune et le Soleil. Donc en fait, les mêmes images, les mêmes méthodes permettent de voir aussi notre trou noir à nous. Il fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc il est au centre de la galaxie. Il est 1000 fois plus léger que le M87. Donc voilà notre trou noir à nous. Donc ça correspond à avoir un hamburger sur la Lune ou une coupe de champagne sur la Statue de la Liberté, hein, pour la précision de l'Event Telescope. Donc c'est vraiment des belles photos. Et si maintenant on voulait mettre la taille, hein, donc il est très petit, vous vous souvenez, ça correspondrait énormément. Il prendrait la distance entre la Terre et Mars, plus ou moins. Et là-dedans, vous mettez 4 millions de fois la masse du Soleil. Hein. À gauche, c'est le Soleil. Vous mettez 4 millions de fois ce que vous avez à gauche, entre la Terre et Mars, et vous avez notre trou noir Sagittarius, qui maintenant il commence à être assez bien connu. Hein. Donc voilà Sagittarius maintenant, avec les flux, c'est assez récent. C'est Sagittarius maintenant, la dernière photo, avec le flux en fait qui rentre aussi dans Sagittarius. Alors maintenant, si je prenais le trou noir par contre supermassif, en fait, il prendrait tout le diamètre du système solaire, M87, en fait, prendrait quasiment l'orbite de Pluton. D'accord? Donc M87, lui, est vraiment beaucoup plus massif que Sagittarius. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne sait pas du tout d'où viennent les trous noirs. Il y a 3 types de trous noirs. Les trous noirs qu'on connaît très bien, c'est les trous noirs stellaires, donc une étoile qui s'effondre. Une étoile qui s'effondre, ça va donner un trou noir masse du Soleil dans Paris. On connaît très bien théoriquement, comme je vous l'ai dit, on l'a même connu théoriquement avant de le voir, et expérimentalement, ondes gravitationnelles, photos, émissions, on commence à bien les connaître. Les trous noirs supermassifs, on les connaît expérimentalement parce qu'on les voit, Sagittarius, donc c'est des millions de fois la masse du Soleil, mais on ne sait pas du tout d'où ils viennent. Théoriquement, aucune idée. C'est impossible que 2 trous noirs se collapsent comme ça pour former un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil. Il faudrait que 4 millions de trous noirs, d'un seul coup, s'effondrent sur eux-mêmes. En 400 millions d'années, un James Webb voit des trous noirs supermassifs déjà à 400 millions d'années après le Big Bang. En 400 millions d'années, c'est impossible que 4 millions de trous noirs s'effondrent sur eux-mêmes. La statistique est nulle. Donc, on ne sait pas l'origine de ces trous noirs supermassifs. Voilà. Peut-être formés au début de l'univers, pendant l'inflation, on n'est pas sûr. Et il y a les 3e types de trous noirs sur lesquels je travaille, moi. On appelle ça les trous noirs primordiaux, des trous noirs formés à l'époque du Big Bang. Et là, ils peuvent avoir tout type de masse. D'accord? C'est pas forcément une étoile qui s'effondre, mais c'est tout type de densité qui s'effondre, comme un hamster, si vous voulez. Et il peut y avoir des trous noirs de la masse d'un météorite, de la masse d'une planète, etc., qui ont été formés au début de l'univers.
Donc, je vais passer le voyage au cœur du trou noir parce que c'est pas, voilà, c'est juste pour vous dire que ce qui se passe quand on va proche d'un trou noir, faire attention à la spaghettification parce que la gravité à vos pieds est très différente de la gravité sur votre tête. Hein, la gravité est beaucoup plus forte à vos pieds qu'à votre tête dans un trou noir. Alors, sur la Terre, oui, mais vous le sentez pas trop. En entrant, on le sent beaucoup. Donc, si vous voulez le trou noir, je donne un conseil. Hein, les trous noirs très massifs, il y a pas de problème parce qu'ils sont très très larges. Donc, en fait, il y a pas beaucoup de différence de gravité. Mais dès que vous avez des trous noirs plus petits, genre 20 fois la masse du soleil, alors là, il y a une grosse différence parce qu'ils sont plus denses. Il y a une grosse différence entre la tête et les pieds et on peut être spaghettifié. Donc, rentrez dans un trou noir supermassif, il y a pas de problème. Faites attention aux petits trous noirs. D'accord? C'est un conseil. Si jamais il faut une combinaison très spéciale. Parce qu'en fait, en gros, la force, c'est facile à calculer. Hein. Pareil, si vous avez des étudiants, ou vos enfants qui sont à l'école, c'est très facile. Vous avez une force moléculaire. Hein. Vous connaissez la force de Van der Waals. Vous prenez une force moléculaire, par exemple, et vous demandez à quel moment de masse, en fait, de gravité, la gravité devient plus forte que la force moléculaire. Voilà. Et donc là, c'est la spaghettification. C'est comme ça qu'on calcule la masse des trous noirs, à partir duquel la gravité devient plus forte que la force d'interaction moléculaire. Alors, ce qui se passe quand on rentre dedans, est-ce qu'il y a de l'autre côté? Personne ne sait, évidemment. Ça, c'est la théorie d'Einstein. Pour l'instant, tout ce qu'a pris Einstein s'est révélé vrai. Les zones gravitationnelles, à la relativité du temps, à l'existence des trous noirs, à l'expansion de l'univers, au Big Bang, au fond diffus cosmologique. Je peux vous donner des cinquantaines de prédictions des théories d'Einstein. Elles sont toutes justes. Donc, voilà ce que prédit Einstein. Donc, on va dire, ça risque d'être juste. On appelle ça une fontaine blanche, c'est-à-dire qu'un trou noir, sans doute, ça rentre dans une déformation d'espace-temps de ce type-là et ça ressort de l'autre côté. Et ça résout aussi le paradoxe de l'information. Ça veut dire que l'information ne disparaît pas, mais se retrouve dans un autre point de l'espace et du temps. Donc ça veut dire qu'il y a des parties dans l'espace qui reçoivent des bananes, ils savent pas d'où sortent ces bananes. Donc ils donnent le même talk que moi, mais à l'opposé. Hein, et ils se disent, mais d'où viennent ces bananes qui sortent de n'importe où? Voilà, donc ça c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, le paradoxe de l'information est résolu. On peut aussi voyager dans le temps en passant à travers un trou noir, mais ça, c'est juste un détail. On va pas aller dans le détail. Alors, on arrive bientôt à la fin du voyage. Hein. Les dernières étapes sont plus courtes. On va s'approcher d'une supernova. Non, un pulsar d'abord. On va commencer avec un pulsar. C'est vrai. Un pulsar, c'est quoi? C'est un objet assez fascinant qui devient maintenant un objet d'étude. Vous allez voir pourquoi, lié aussi aux ondes gravitationnelles. Alors, un pulsar, ça a été découvert, comme je vous ai dit, en 67. Hein, c'est la première fois que c'est observé par Jocelyn Bell, qui, je crois, faut pas que je me trompe malheureusement. Je crois qu'elle est décédée assez récemment. Et elle aurait vraiment mérité un prix Nobel. C'est partie des prix Nobel. Bon, vous connaissez, je pense un peu le problème de gender en physique. Hein, et effectivement, c'est elle qui a découvert, qui a écrit l'article, mais c'est son directeur de thèse qui a eu le prix Nobel. Mais c'est vraiment son travail à elle en 67. Donc pour nous, elle est très très connue, Jocelyn Bell. Elle a observé, alors ça c'est son premier signal qu'elle a observé ici. Donc ça fait bip bip. Pourquoi? Parce que le pulsar tourne sur lui-même avec un champ magnétique et donc on reçoit comme un phare un bip 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 sur la tête, sur la Terre. Alors son premier signal, elle a appelé LGM. Est-ce que je l'ai marqué le nom? Non, j'ai pas marqué son nom. Son tout premier signal, elle a appelé LGM. Vous savez pourquoi elle a appelé LGM en anglais? Waouh! Bravo. C'est la première fois que j'ai la réponse à ma réponse. Little Green Man, parce qu'il pensait que c'était effectivement des extraterrestres. C'est à l'époque où on cherchait, comme vous dit, les extraterrestres. Et le signal était tellement régulier, tellement rapide et régulier, qu'on disait c'est pas possible d'être aussi régulier, c'est forcément un signal extraterrestre qui essaie de nous parler en morse. D'accord? C'était LGM, Little Green Man, exact. Donc, et depuis, évidemment, les pulsars sont très étudiés. Donc, c'est la mort d'une étoile, hein. C'est une étoile neutron, en gros, je vous dis, c'est la masse du Soleil plus ou moins dans 10 km. Et on s'en sert en fait pour essayer d'observer la fusion de trous noirs supermassifs, les fameux trous noirs qu'on a pris en photo, la Sagittarius. On a vu des trous noirs stellaires qui se sont collisionnés, qui ont donné des ondes gravitationnelles LIGO-Virgo, prix Nobel. Maintenant, on essaie de voir si on voit des collisions de trous noirs supermassifs. Mais leur taille, c'est 4 millions de fois la taille du Soleil. Donc il nous faut un détecteur de 4 millions de kilomètres. Ou 4 fois 3, donc on va dire 12 millions de kilomètres. Et la Terre ne peut pas faire un détecteur de 12 millions de kilomètres. Il faudrait des lasers qui font 12 millions de kilomètres. Alors, on est en train de construire un satellite qui s'appelle LISA dans l'espace. Donc, on est en train d'envoyer 3 miroirs dans l'espace. Ils vont partir en 2032. Donc, 3 miroirs dans l'espace, c'est la suite de LIGO-Virgo. Ils sont à 3 millions de kilomètres entre eux et c'est un triangle, en fait. Et le laser que vous avez vu est dans l'espace, en train de faire un triangle pour voir la déformation de l'espace-temps du triangle de 4 millions de kilomètres. Mais ça, c'est lancé uniquement en 2032, donc on peut pas encore le voir. Mais en fait, l'idée qu'ont eu des gens, comme on n'a pas encore le télescope, c'est de se servir de la galaxie comme détecteur. Non pas la Terre, mais galaxie. Et donc se servir des pulsars comme une toile d'araignée. Ils ont observé en fait à peu près une quarantaine de pulsars en fait. Et ils ont regardé comme une toile d'araignée. Si jamais une vague passe dans la galaxie, et ben je vais voir comme une toile d'araignée la vague qui va faire bouger les pulsars.
et je vais pouvoir reconstruire la vague, l'origine de la vague et la hauteur des vagues et surtout la fréquence de la vague par rapport à comment bougent les pulsars. Donc il s'éloigne, il se rapproche, il s'éloigne, il se rapproche. On fait une toile comme ça avec les pulsars et on voit en quelque sorte la galaxie, la Voie lactée en train de se déformer parce que les pulsars sont en train de bouger. Et donc, il va y avoir une corrélation. Évidemment, celui de gauche va d'abord bouger, puis ensuite celui de droite, et puis ensuite celui de droite. Donc, on regarde la corrélation de changement de fréquence des pulsars. Et s'il y a une corrélation, on peut reconstruire la vague. Et ça, c'est assez récent parce que c'est en pleine discussion. Hein. Donc ça, on appelle ça nanographe. Donc beaucoup d'articles en ce moment. 68 pulsars, ils ont pris. Donc ça, c'est en juin 2023. Si la galaxie n'avait pas d'onde gravitationnelle, c'est la ligne verte. Les points bleus, c'est les données qu'ils ont observées. Et la ligne en violet, c'est ce qui est prédit par une onde gravitationnelle formée par la collision de trous noirs supermassifs, comme ceux qu'on a vus en photo. Et vous voyez une vague, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment un vague, il n'y a pas de doute. Hein. Enfin, là, on voit bien carrément la vague. On voit la déformation de la galaxie. Donc, il semblerait que notre galaxie ait été parcourue ou soit parcourue par des vagues gigantesques qui correspondraient à 2 trous noirs supermassifs qui se soient collisionnés et qui ont déformé l'espace-temps. Un peu comme la Terre est déformée, mais là, c'est la galaxie qui est déformée. Donc, c'est une déformation. Alors, il y a beaucoup de discussions. Hein. C'était en juin 2023 qu'ils ont eu les données, mais ils les ont publiées vraiment 6 mois plus tard. Donc, on va dire, ça fait un an et demi que beaucoup de gens essayent de travailler. Vous tapez nanographe, nano, parce que c'est la fréquence, c'est du nanohertz. Évidemment, 1 hertz pour les trous noirs stellaires. 10-9 Hz pour les trous noirs supermassifs. Évidemment, plus ils sont grands et plus ils mettent du temps à tourner autour d'eux-mêmes, donc la fréquence est plus faible. Alors, ce qui est aussi une découverte dont on a peu parlé, et je trouve ça assez étrange, que pour nous c'est une grande révolution, c'est qu'on a vu la collision d'étoiles à neutrons, et là ça change tout, parce que les étoiles à neutrons, quand elles se collisionnent, elles fournissent aussi de l'énergie lumineuse. Et donc, on a pu tester la relativité générale encore une fois prédite par Einstein, où Einstein prédit que la vitesse des ondes gravitationnelles et la vitesse de la lumière sont les mêmes. C'est dans les théories d'Einstein. Et ben, on l'a prouvé. Alors, voilà, comment on a fait? On a regardé juste 2 étoiles à neutrons. Et quand les étoiles à neutrons se collisionnent et créent des ondes gravitationnelles comme les trous noirs, mais vont aussi créer un jet de lumière. Et donc, les détecteurs de lumière ont été mis en parallèle par rapport aux détecteurs d'ondes gravitationnelles pour savoir si les signaux arrivaient en même temps. Et de là, on a pu calculer la vitesse de l'onde gravitationnelle par rapport à la vitesse de la lumière. Et on s'est rendu compte qu'elles sont exactement les mêmes. Donc, voilà ce qu'on observait. 2 étoiles à neutrons qui tournent. Les étoiles à neutrons tournent. À un moment donné, elles se collisionnent. Et lorsqu'elles se collisionnent, bam, non seulement elles vont former les ondes gravitationnelles que vous voyez là, qui sont parties, mais vont former aussi un jet de lumière. Et donc la correspondance entre les deux permet de mesurer la vitesse de la lumière par rapport à la vitesse des ondes gravitationnelles. Et les deux signaux sont arrivés en même temps. Donc encore une fois, Einstein a raison. La vitesse des ondes gravitationnelles est bien celle de la lumière. Ça, c'était à peu près il y a 2 ans. Il y a à peu près 2 ans. Alors on arrive évidemment quand un soleil s'effondre, sa couche externe va faire s'échapper les gaz. Donc une étoile, ça va brûler évidemment d'abord hélium, hydrogène, hélium, lithium, beryllium, etc. Carbone. Du carbone, il va passer à une étape supplémentaire pour aller à l'oxygène. Et ensuite, l'oxygène, ça continue jusqu'au fer. Et il peut pas le fer, il est obligé d'arrêter parce que le fer est stable. Donc le fer veut pas fusionner, il refuse de fusionner le fer. Et c'est là où une étoile va commencer à exploser quand elle est plus capable de brûler le fer. Et donc, ça forme une supernova, elle explose, et ça l'énerve, et donc, du coup, elle explose, et elle éjecte tout ce qu'elle a produit à l'extérieur. Voilà une supernova, ça, c'est celle du papillon, je crois, prise par James Webb Telescope il y a 2 ans. Donc, c'est une simulation de ce qui s'est passé. Donc, c'est une supernova, une étoile qui a explosé. Le cœur va s'effondrer en étoile à neutrons ou en trou noir, hein, ça dépend. Où le cœur peut rester aussi assez brillant à un bon moment, mais le cœur va s'effondrer, mais toute l'enveloppe, en fait, va s'éjecter. Et ça a formé un beau papillon ici que vous voyez, qui est une belle supernova qu'on peut observer dans le ciel. Et ouais, je crois que c'est la constellation du supernova du Butterfly ici, prise en photo par James Webb. Alors évidemment, ça éjecte aussi d'autres particules, notamment des particules qu'on appelle les neutrinos. Alors aussi fou que ça paraisse, mais des gens ont construit des détecteurs dans le pôle sud, vraiment pôle sud, à 2 km du point Amundsen. Ils ont mis 115, ils ont creusé 115 ou 125, je sais plus combien, fils dans le sol. Là, il n'y a pas la hauteur de la Tour Eiffel ici, mais je crois que c'est autour de 2 ou 3 km. La Tour Eiffel est toute petite ici. Très très profondément. Ils ont mis des photomultiplicateurs, détecteurs dans toutes ces cavités, et pour essayer de voir détecter un neutrino. Parce qu'un neutrino qui est émis, en fait, va passer à travers les cavités et va faire ding 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 comme des cloches. Va faire sonner les cloches et on va voir les neutrinos passer. Et on a observé, effectivement, les neutrinos aussi des supernovas. Ça, c'est le signal le plus énergétique mesuré, en fait, sur Terre. C'est un neutrino qui est passé dans le pôle sud et qui a fait déclencher les photomultiplicateurs. Et là, on voit exactement l'observation de l'événement le plus énergétique dû aussi à une supernova. Donc vraiment, on commence à bien connaître ces événements. Alors,
Est-ce qu'on verra une supernova? La dernière fois qu'on a vu notre civilisation, on a vu une, c'est en Chine, hein, au XIIIe, XIVe siècle. Alors, a priori, Bételgeuse devrait être la prochaine. Et normalement, peut-être, notre génération pourrait voir une supernova. C'est la première fois depuis 600 ans, depuis 6 siècles. Alors, comment on le sait? Parce que Bételgeuse, là, c'est Bételgeuse en janvier 2019, décembre 2019, janvier 2020 et mars 2020. Elle est en train de réagir comme si elle essayait de brûler le fer. En fait, quand l'étoile essaie de brûler le fer, en fait, elle commence à faiblir, puis à briller, faiblir, brûler, comme si elle n'y arrivait pas. Donc, elle réagit un peu comme si elle était en train de brûler son fer. Donc, elle est en phase terminale. Et donc, si elle est en phase terminale, elle risque d'exploser. Les derniers spécialistes estiment, normalement, entre 50 et 80 ans, mais peut-être plus tôt, c'est les statistiques. Ou peut-être plus tard, voilà une photo de ce que ça donnera dans le ciel. Donc, on aura pendant 2-3 mois, on aura 2 étoiles dans le ciel. C'est la nuit. En fait, la nuit, on verra une étoile qui brillera comme ça, énormément. Donc, le ciel sera totalement illuminé. Donc, c'est une supernova. C'est une simulation de ce qu'on verra si Bételgeuse se met à exploser. Bon, ça veut dire qu'elle a déjà explosé, hein, dans ce cas-là, parce que la lumière met du temps à venir. 2 dernières étapes, la matière noire et l'énergie noire. Et on arrive à la fin de notre voyage. Alors, la matière noire, encore quelque chose de mystérieux. On donne le noir à beaucoup de choses. Un trou noir, matière noire, énergie noire. Vous bossez pas ou quoi? Vous comprenez rien de ce qu'on fait? Alors, si, on travaille. C'est juste que, comme je l'ai dit, les expérimentateurs découvrent des choses. Ils sont en avance sur les théoriciens, donc on est en phase plutôt dominée par les expérimentateurs à notre époque, parce que voilà, ils découvrent des choses où on s'attendait pas. Or, plein de preuves de matière noire. Je vais pas rentrer dans les détails. Une des plus évidentes, c'est le mouvement de rotation des galaxies. Le mouvement des rotations des galaxies dépend de leur masse. Plus il y a de la masse, plus elle tourne vite. Hein, c'est le principe de la gravité. La masse va accélérer les mouvements. Et donc, on devrait observer à gauche. Est-ce qu'on observe ça à droite? Donc, c'est la courbe de vitesse. Et clairement, on observe des galaxies qui tournent beaucoup plus vite que ce qu'elles devraient observer. Et on peut en déduire que 80% de la masse des galaxies ne sont pas visibles. C'est la matière de l'univers. On le voit aussi dans le fond diffus cosmologique. On le voit aussi dans l'antigravitationnel. On le voit aussi dans on appelle ça des oscillations baryoniques. Il y a une trentaine de preuves de présence de matière noire, mais avec différentes échelles et différentes. On voit aussi dans les amas de galaxies. Et on le voit aussi dans le fond diffus cosmologique. Alors ça, c'est une photo de l'univers à 13,8 milliards, il y a 13,8 milliards d'années. Donc ça correspond à 380 000 ans après le Big Bang. Donc ça, c'est un peu plus loin que James Webb Télescope. Là, on est vraiment au début de l'univers. Et voilà la photo de notre univers il y a 13,8 milliards d'années. Donc il n'y a pas de galaxies. Hein. Là, c'est des températures. Donc ça, c'est une planisphère. Hein. C'est la même chose qu'une planisphère du sol, mais c'est le ciel. Hein. C'est la vue du ciel. Donc ça veut dire que le point à gauche, c'est le même que le point à droite. Hein. Et en haut, c'est le pôle nord. Et en bas, c'est le pôle sud. Donc c'est juste une planisphère qui est développée, mais le ciel et pas la Terre. Et donc, voilà la lumière qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang, qu'on a reçue en 2017 par le satellite Planck. Donc, les points bleus sont un peu plus froids, les points rouges sont un peu plus chauds. Il y a, entre les rouges et les bleus, il y a 0,00001 degré. D'accord? Donc, c'est 10-5. Il y a juste 0,00001 degré entre les points bleus et les points chauds. C'est 2,7 degrés. C'est quasiment la même température entre les points bleus et les points chauds. Mais c'est fondamental, vous allez voir, cette différence de température qui fait qu'on est là. C'est parce que c'est pas exactement la même température que les galaxies se sont formées. Alors, je vais mettre un peu moins fort là parce qu'il y a une simulation, j'ai peur. Vu que le son est assez fort, je vais juste baisser un peu le son. Hops. Voilà, pour être sûr que les oreilles vont tenir. Donc, alors ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on peut simuler notre univers. Donc, de là, on peut aussi calculer le contenu de matière noire. Ce que vous voyez pas là, alors, parfois je montre aux étudiants, ça c'est une somme de vagues, on le voit pas bien, mais en fait c'est une somme de vagues. C'est comme si je lance plein de pierres sur l'eau. En fait, j'aurais plein de vagues et la somme des vagues, ça donnait quelque chose d'un peu brouillon et je verrais pas que j'ai plein de pierres qui ont été lancées. Là, c'est pareil, quand on fait une analyse spectrale en fait du fond diffus cosmologique, on voit toutes les vagues qui ont été formées. C'est un plasma. Un plasma, c'est un fluide. Donc c'est un fluide avec plein de vagues. Et en fait, la hauteur des vagues me dit de quoi est fait le fluide. Comment on sait que l'univers est fait de matière noire et d'énergie noire? C'est parce que si je lance une pierre dans un lac d'huile, je vais pas avoir les mêmes effets que si je lance une pierre dans un lac d'eau. D'accord? Donc, suivant la composition de mon plasma, la hauteur de mes vagues va me dire de quoi est fait mon liquide. Si je rajoute du sel, ou si je rajoute du poivre, ou si je rajoute n'importe quoi, ou du sable, je vais pas avoir les mêmes vagues. Donc, de là, on peut reconstruire les vagues qui vous donnent ça. Et la hauteur des vagues nous disent combien de matière noire, combien de matière visible et combien d'énergie noire. Et ça correspond à ce qui est observé effectivement aujourd'hui. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est d'essayer de simuler l'univers avec ça. Alors, comment on simule l'univers? Eh ben, ça, c'est une vraie photo, hein. C'est une vraie photo. C'est une donnée expérimentale. On va mettre un peu plus de matière. Donc, là où il y a du bleu, c'est plutôt de la matière noire. C'est la matière qui est froide. Bleue, elle bouge pas. Rouge, elle bouge un petit peu quand même. Donc, elle est un peu plus chaude. Donc, je vais mettre un peu plus de matière et de matière noire autour des points bleus. Et un peu moins autour des points rouges, tout simplement. Et normalement, cette matière-là va, par gravité, évidemment, commencer à se rapprocher et à former des étoiles.
Et une fois que les atomes vont former, que les gaz interstellaires vont commencer à former des étoiles, les étoiles vont ensuite commencer à se rassembler entre elles, et les étoiles se rassemblant entre elles, elles vont commencer à former des galaxies. D'accord? Donc l'histoire de l'univers est assez simple. On a un fond diffus cosmologique qui est la lumière du Big Bang. Il n'y a pas d'étoiles, évidemment, il n'y a pas de galaxies, il n'y a rien du tout. C'est juste un plasma fait de lumière avec des points un peu plus chauds, un peu plus froids. Et si ce qu'on a dit, toute l'histoire que je vous ai racontée est assez juste, on devrait retrouver quelque chose qui ressemble. Donc on prend la photo du fond diffus cosmologique, on prend les équations de Newton, de Planck et d'Einstein, un peu de physique quantique, un peu de gravité classique et parfois un peu d'Einstein parce que l'espace est en expansion. On rajoute 3 et voilà ce qu'on obtient. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une simulation. C'est fait en général sur les ordinateurs pendant 50 simulations. Il y a une centaine d'ordinateurs à peu près qui sont faits à chaque fois. Il y a des simulations européennes, japonaises, américaines. Celle-là, c'est une simulation qui est européenne. Alors vous allez voir ce que c'est. Donc on prend juste. Alors c'est voilà, c'est un peu à la musique un peu. Bon, ils ont fait un peu la Matrix. Hein, c'est pas moi qui décide de faire ça. Ils prennent cette photo-là, d'accord. Ils mettent le contenu en matière noire où il faut. Et la matière va s'accumuler autour de la matière noire et former des galaxies. C'est pour prouver qu'en fait, des galaxies sont formées autour des filaments de matière noire, comme vous allez le voir. Alors, le temps sera indiqué en bas à gauche. Ce sera le temps à partir du Big Bang, en billions, c'est milliards d'années. Donc, en milliards d'années. Donc, on part de la photo. Les points bleus ici, on a juste mis un peu plus de matière sur les points bleus. Et on laisse juste l'univers évoluer petit à petit par les forces de gravité et les forces nucléaires. Donc ça, c'est pas une simulation, enfin, c'est un vrai, c'est pas une image artiste, hein, c'est une vraie simulation sur 5 ans, juste avec ça. Donc, ce qui est en bleu, c'est la matière noire, et ce qui va être en vert ou jaune, c'est le gaz, donc la matière visible, donc nous, d'accord, les étoiles, les galaxies. Là, on est à 2,3 milliards d'années après le Big Bang, notre galaxie est déjà apparue, notre galaxie est apparue à peu près à 400 millions d'années après le Big Bang. Le Soleil est apparu à peu près 8 milliards d'années après le Big Bang, donc là, le Soleil, notre étoile n'est pas encore apparue, mais notre galaxie est déjà là. Et vous voyez des réactions nucléaires se faire sur certains points où sont accumulées en matière noire. Certaines réactions nucléaires se font et il y a la formation, en fait, là vous voyez directement, la formation d'étoiles, le gaz va s'accumuler, va commencer à se condenser et les gaz interstellaires vont former on appelle ça des nurseries d'étoiles. Donc à gauche c'est la matière noire, à droite c'est le gaz, donc nous. Alors, vous voyez que la matière noire ne bouge pas parce que la matière noire en fait est fixée sur les points bleus du fond diffus depuis même avant 380 000 ans avant le Big Bang. Elle est fixe, mais elle sert de toile d'araignée autour de laquelle vont s'accumuler le gaz juste par gravité. Et les galaxies vont se former. Donc là, on a un cube, vous voyez, donc pareil, vous voyez que là, on est à 8 milliards d'années après le Big Bang à peu près, donc c'est là où notre Soleil va apparaître, la Terre va aussi apparaître à cette époque-là. Et à peu près 8 milliards d'années après le Big Bang, on va le voir après, va dominer ce qu'on appelle l'énergie noire, donc l'univers va recommencer une phase d'expansion, ce qui veut dire que l'univers va commencer à se stabiliser. Donc on a 9 milliards après le Big Bang, vous voyez, il n'y a plus de réaction à droite. La matière noire, elle est toujours fixe, mais elle n'a pas beaucoup bougé depuis. Et le gaz, lui aussi, commence à ne plus avoir de réaction parce qu'il n'y a plus de formation d'étoiles ou de galaxies autour de nous. On s'approche des 11 milliards d'années. N'oubliez pas que 13 milliards d'années, c'est notre époque. Et donc, si on a bien fait notre job, normalement, on va demander à l'intelligence artificielle de retrouver notre galaxie. Pas compliqué. On lui demande le nombre d'étoiles dans notre galaxie, sa vitesse de rotation, sa taille. Là, on lui dit, parmi cette simulation, partie juste une photo de Planck, est-ce qu'on a réussi à reformer notre propre galaxie? Alors donc, il zoome et il cherche. Il a toutes les caractéristiques de notre galaxie, de notre Voie lactée, et il cherche et il va zoomer. Parmi ce filament de matière, il va zoomer pour essayer de trouver une galaxie qui ressemble à la nôtre. Alors, à gauche, vous avez la distance en mégaparsec. Un mégaparsec, c'est à peu près 3 années-lumière. Donc là, on est à peu près à 15 millions d'années-lumière. Donc 1 mégaparsec, c'est à peu près la distance entre galaxies. Donc là, on se rapproche de mégaparsec. C'est la distance entre différentes galaxies. Il cherche, et il arrive à trouver, au milieu de toute cette simulation, qui a duré à peu près 5 ans, une galaxie qui a exactement les mêmes caractéristiques que notre Voie lactée, avec la même vitesse de rotation, le même nombre de bras comme le bras d'Orion, le même nombre d'étoiles, la même masse et la même taille. Donc on arrive juste à partir des photos du Big Bang à reconstruire totalement l'histoire de l'univers en tenant compte évidemment de la matière noire et de confirmer effectivement que notre univers est bien issu de ces petites fluctuations quantiques du fond diffus cosmologique. Ça, c'est une des toutes dernières simulations qui a été faite par des Japonais il y a 2 ans. Alors c'est une simulation, vous voyez, où l'univers se cadastre. Là, vous avez un 5e de l'univers complet. Vous avez quasiment tout l'univers. La prochaine, vous aurez forcément tout l'univers. Je pense que d'ici 5 ans, on aura une simulation de notre univers complet.
Donc là, c'est une simulation d'un 5e de notre univers. Voilà à quoi ressemble notre univers dans l'histoire de l'univers. C'est des filaments un peu comme des toiles d'araignée et autour des points de matière noire commencent à se chauffer, à se former des galaxies. Pareil, on demande à l'intelligence artificielle de trouver les galaxies. Alors ce qu'ils font, c'est assez sympa. Ils prennent des photos de James Webb Telescope à droite. Ils disent, essayez de trouver dans ma simulation la même photo que le James Webb Telescope et à chaque fois, ils trouvent un élément similaire. Là, à droite, c'est le James Webb Telescope. À gauche, c'est la simulation. Vous voyez, il y a une grosse ressemblance entre les deux. Même forme, même nombre d'étoiles, même vitesse de rotation aussi, parce qu'ils tiennent en compte la vitesse de rotation. Et on trouve à peu près la même chose. Évidemment, ils n'en trouvent pas que un, ils en trouvent plusieurs. Des galaxies comme un Voie lactée, ils vont en trouver 1000, 2000, 3000. Et nous, en tant que physiciens, de ces simulations, on voit où est la matière noire et on demande aux expérimentateurs, on dit aux expérimentateurs où regarder parce que les simulations vont nous dire où est la matière noire. Donc en fait, ces simulations servent, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de groupes qui travaillent là-dessus. Elles sont très utilisées, toutes les expériences de détection de matière noire utilisent ces simulations-là. En fait, parce que c'est ces simulations-là qui vous disent où est la matière noire et donc où il faut pointer le télescope pour essayer d'observer de la matière noire. Ou via l'antigravitationnel, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un sujet de recherche très, très actif. Au CEA à Saclay, il y avait des gens qui travaillaient beaucoup dessus en ce moment, mais là, il y a les équipes en Europe, surtout les équipes anglaises de Durham, qui travaillent beaucoup sur ce genre de simulation. Et les équipes japonaises. Alors évidemment, on peut aller encore un peu plus loin. Et beaucoup de gens travaillent parmi mes collègues sur non pas seulement la matière noire, mais une physique de matière noire en quelque sorte, parce que si jamais il y a de la matière noire, pourquoi il n'y aurait pas des atomes noirs? Pourquoi il n'y aurait pas des étoiles noires? Pourquoi il n'y aurait pas des planètes noires? Pourquoi pas il y aurait des êtres vivants noirs? Il n'y a aucune raison que ce soit que de la matière. Il y a aussi peut-être tout un système de matière noire comme le nôtre, formé à partir d'interactions avec des dark forces. Alors la recherche de dark star ou de dark force, des forces noires et des étoiles noires est très 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 active. On appelle ça des photons, dark photons, des photons noirs. On cherche ça au CERN, on cherche ça à DESY à Hambourg, aux États-Unis, beaucoup de recherches. On envoie des photos sur un mur, en fait, et on attend de voir s'il passe de l'autre côté du mur. C'est aussi simple que ça. Mais pour voir si un photon se transforme en dark photon. Et des collègues travaillent sur des étoiles noires, parce qu'il pourrait aussi y avoir des étoiles qui rayonnent, en fait, des photons noirs. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que 80% de l'univers est fait d'étoiles noires et d'êtres noirs, si vous voulez, et qui cherchent les 20% qui manquent, c'est-à-dire nous. Hein, peut-être qu'ils sont en train de nous chercher. Ok, et que juste qu'on contacte pas, parce que leur interaction par rapport à la nôtre est trop faible pour pouvoir que nous, nos détecteurs, puissent les voir et qu'eux puissent nous voir. Parce que l'interaction est relativement faible. Hein. Faut pas oublier que l'interaction électromagnétique est en fait relativement forte. Hein. C'est une interaction forte. Le photon est assez fort, donc il faut pas grand-chose pour qu'on ne voit rien du tout. Et c'est peut-être le cas. Donc ça, on le sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Donc voilà, des dark, tout ce que vous voulez, des êtres qui sont en train de chercher les 20% qui leur manquent. Ça peut être de la science-fiction, hein, mais je vous assure que c'est très très sérieux parce que c'est quand même 80% de la masse dans l'univers. Donc il faudrait quand même savoir ce que c'est. Donc on n'arrive toujours pas à savoir ce qu'est la matière noire, ça c'est sûr. Ensuite, dernière étape, voilà, on va s'arrêter sur la fin de notre voyage. L'énergie noire, encore une surprise. On s'y attendait pas du tout, comme les ondes gravitationnelles. Voilà, et je pense, ça c'était au moment que je faisais ma thèse qu'on a découvert ça. Alors là, personne d'entre nous aurait pu parier sur ça, surtout pas ceux qui l'ont découvert. Ceux qui ont découvert la matière noire, l'énergie noire, hein, ils voulaient montrer qu'elle n'existe pas. Hein, c'est pour vous dire, ils ont montré qu'elle existait, ce qui est quand même un paradoxe. Alors, on arrive à l'horizon des événements, c'est-à-dire qu'on arrive à cet horizon où je pourrais pas aller plus loin. Je finis mon voyage là parce que tout simplement, c'est comme un vrai horizon avec un bateau. La lumière met du temps à nous parvenir. C'est comme si sur un horizon, un bateau apparaissait petit à petit. Et effectivement, on le voit petit à petit apparaître. Puis la lumière, c'est pareil, on la voit petit à petit apparaître. Donc pour l'instant, je peux vous parler que de cette lumière qui sort de l'horizon. C'est la limite de James Webb Telescope. Et Planck, c'est un peu plus. Hein. Planck, c'est à peu près 300 millions d'années, un peu plus loin. Mais je m'arrêterai là parce que je pourrais pas aller plus loin. Et là, on s'approche vraiment, ça correspond à 8 milliards d'années après le Big Bang. Et là, un peu plus loin, donc c'est le satellite Planck, la fameuse photo que je vous ai montrée. Ça englobe tout ce qui est autour de cet horizon. Et là, je pourrais pas aller plus loin que ça parce qu'on n'a pas de données. Hein, c'est la limite. Alors, cette énergie noire, pour vous dire ce que c'est, il faut revenir sur le principe de l'expansion de l'univers. Univers en expansion, donc 380 000 ans après le Big Bang, on a eu ce Big Bang, la lumière qui a été émise, l'univers en expansion, et la lumière a mis 13,8 milliards d'années à nous venir, et elle a été émise sous tous ces points d'horizon, et c'est maintenant cette fameuse photo qu'on voit. Donc c'est la lumière qui a été émise il y a 13,8 milliards d'années de tous ces points jaunes d'horizon. Faut savoir une chose, c'est que les théories d'Einstein sont basées sur un principe de base qui est le principe cosmologique. Le principe cosmologique d'Einstein, c'est un principe philosophique qui dit que le cours que je donne maintenant, n'importe où dans l'espace, il doit donner le même cours avec les mêmes données.
D'accord? C'est le principe d'Einstein. C'est que le talk que je vous ai en train de vous donner là, plus loin, de l'autre côté de l'horizon, il donne exactement le même conférence avec les mêmes chiffres. D'accord? C'est ça le principe cosmologique. C'est que si j'ai une autre planète ici, cette autre planète va aussi recevoir exactement la même lumière. Et elle va donner en fait exactement la même photo que je viens de vous donner là, parce qu'elle reçoit la même lumière que moi, mais dans un espace qui n'est pas connecté au mien. Parce que eux, ils sont dans un espace au-delà de l'horizon, donc je les vois pas, ils me voient pas, mais ils donnent exactement la même conférence que moi. C'est le principe cosmologique. Alors je vous dis ça, je le suppose, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, je peux pas voir ce qui se passe au-delà de ce petit carré-là. Le carré, c'est la vitesse de lumière. La lumière qui a été émise dans le carré ici à gauche, elle est sur la route, donc je la verrai dans 1000 ans, dans 1 million d'années, peut-être demain. Donc elle est encore en route, donc je la verrai pas. Je peux vous parler que cet univers-là, qui est le nôtre en fait, celui qu'on voit. Et en fait, la question que j'ai souvent, quand d'après mes étudiants, souvent je vois ça, c'est quand j'ai l'univers s'étend, on me demande il s'étend dans quoi? Ça, c'est vrai que c'est logique. Hein, si je suis dans la cuisine et ma cuisine s'étend, je me dis mais la cuisine elle s'étend dans quoi? Elle s'étend dans quelque chose. C'est logique comme question. C'est la métrique. La réponse d'un physicien, c'est la métrique. Donc on n'a pas à se poser la question. C'est la métrique qui s'étend. La métrique est élastique. Un mètre, il change. Le mètre n'est pas défini toujours comme une taille donnée. Il change avec le temps. L'autre vision, si vous voulez un peu comprendre comment ça se passe, c'est inverser la chose et vous dire que vous rétrécissez dans la cuisine. Parce que si vous rétrécissez dans la cuisine, en fait, vous aurez exactement la même chose. Vous aurez l'impression que l'univers s'étend. Et vous ne demandez pas la question, je rétrécis dans quoi? Vous rétrécissez dans la cuisine, point barre. Et dans ce cas-là, vous aurez exactement la même chose et vous pouvez poser la question, l'univers s'étend dans quoi? D'ailleurs, c'est une des théories. Une des théories, c'est qu'on est dans un trou noir et qu'on est absorbé par un trou noir, qu'on est en train de rétrécir et que ce que j'appelle l'horizon des événements, le fameux fond diffus que vous voyez là, en fait, c'est l'horizon du trou noir. Mais comme je rétrécis dans le trou noir, j'ai l'impression que l'horizon s'éloigne de moi. Donc ça, c'est une théorie qui tient, parce qu'il y a, physiquement parlant, que je rétrécisse ou que l'univers s'étende, c'est exactement les mêmes équations, donc on peut pas distinguer les deux. Donc on va considérer quand même que c'est l'univers qui s'étend. Alors ce qui s'est passé en 98, donc c'est assez récent, hein, Adam Riess en particulier, c'est un collègue que je connais, alors quand on pose la question, il travaillait au départ, était étudiant post-doc, donc il regardait en fait ce qu'on pensait avant en 1922, c'est que l'univers s'étendait comme une pomme. Hein, c'est qu'on avait une certaine énergie au départ, et la gravité étant une force attractive, et ben l'univers allait se recollapser, s'effondrer sur lui-même. Donc les modèles qu'on avait, c'est des modèles un peu cycliques, hein, des univers cycliques où il s'étend, il s'effondre, il s'étend, il s'effondre. Ça, c'était en 1922. Puis Einstein est arrivé, on a vu l'expansion de l'univers, on a mesuré l'expansion de l'univers avec Hubble, et donc on s'est rendu compte que l'univers c'est plutôt comme une pomme qu'on satellise. C'est un univers en expansion, la pomme elle ralentit, mais elle retombe jamais sur Terre, donc comme si je lance la pomme au-dessus de 40 000 km/h. Donc l'univers, en fait, voilà ce qu'on s'attendait, c'est qu'il s'étend, mais qu'il ralentissait. Donc tous les physiciens avant 98 essayaient de calculer le taux de ralentissement de l'univers. Hein. C'était le but. Un paramètre, on appelle le paramètre Q0, hein, c'est le taux d'accélération qui est négatif. Donc on essayait de calculer le taux d'accélération négatif de l'univers, parce que l'univers était censé ralentir. Et donc on calculait juste, en regardant les supernovas, de combien l'univers était en train de ralentir dans son expansion. Adam Riess, il raconte ça très bien, hein, il faisait son calcul, et puis il a une masse, enfin, il faut que ça corresponde à la masse, tout simplement. On connaît la masse des étoiles, de l'univers, de la matière noire. On calcule de combien il doit ralentir, ça doit correspondre. Il arrive avec des masses négatives, donc ça colle pas, donc il va voir son voisin du dessus, périméter, il dit je comprends pas, je fais mon calcul, j'ai une masse négative, il refait le calcul avec les données, il a aussi une masse négative. Et ça, il rouvre un article qui faisait des revues d'Einstein des années 1917, parce qu'Einstein avait introduit, en fait, cette énergie noire en 1917 au départ. Et il se dit, mais non, ça se trouve, en fait, l'univers ne ralentit pas, mais il accélère. Et dans ce cas-là, il a des masses positives, l'univers accélère. Et voilà. Et ce qu'il a observé, c'est ça, c'est qu'il a observé une pomme, et au bout de 8 milliards d'années, la pomme, elle s'est mise à accélérer. C'est comme si vous lancez la pomme dans le ciel, et qu'à un moment donné, au lieu de ralentir, elle s'est mise à réaccélérer. Donc l'univers, 8 milliards d'années après le Big Bang, quand la Terre est apparue, quand le Soleil est apparu, comme par hasard, l'univers a décidé de reprendre une phase d'expansion du Big Bang, exactement comme il y a 13,8 milliards d'années. On ne sait pas pourquoi, on a donné le nom à l'énergie noire, c'est le nom qu'on a donné. Alors, c'est mesuré, on n'y peut rien, c'est comme ça. La ligne orange, c'est ce qu'on s'attendait à voir, un univers qui ralentit petit à petit, il s'étend en ralentissant. Les points bleus, c'est ce qu'on a observé, et donc la courbe verte, c'est ce qui fit avec les points bleus. Et ben clairement, l'univers, vous voyez clairement sur le schéma, est reparti. Donc le Big Bang, c'est à gauche, et maintenant c'est à droite. Le Big Bang est reparti en phase d'expansion. Bam, on est reparti comme en 39, comme en 14, on est reparti en phase d'expansion comme il y a 13,8 milliards d'années. On ne comprend pas ce que c'est, alors on a donné le nom de quintessence à ce nouvel élément qui est responsable de l'expansion.
C'est le cinquième élément, essence du monde supralunaire. Hein, c'est Aristote qui l'avait défini comme ça. Pour Aristote, il y avait 4 éléments connus. C'était la terre, l'air, l'eau et le feu. On a rajouté, on l'appelle lambda, hein, le champ de quintessence. C'est le nom qu'on donne, sa constante cosmologique. On lui donne le nom de lambda. C'est Einstein qui l'avait appelé comme ça en 1917. Donc on a gardé sa notation. Donc c'est un champ assez spécial. Alors, on sait maintenant hein, que l'univers est uniquement fait de 2 éléments en fait. C'est qu'il est fait uniquement, il ne veut pas passer. Je sais. Il est uniquement fait de matière et de gaz. Hein. Donc matière et gaz, c'est ce qui constitue le monde qu'on connaît, et ce fameux constant cosmologique qui est en fait un champ à pression négative. Alors c'est pas interdit par les équations d'Einstein. Pression négative, c'est-à-dire que si vous plongez dans la piscine, plus vous plongez, plus vous avez de la pression sur vous. Si vous plongez dans un champ de quintessence, plus vous plongez, plus vous êtes étiré. D'accord ? Plus il y a de champs autour de vous, plus c'est une pression négative qui vous étire. D'accord ? C'est prédit par les équations d'Einstein, c'est introduit par Einstein, c'est même nécessaire pour être précis. Enfin, lambda est inévitable, paradoxalement, dans les équations d'Einstein. Donc, en gros, c'est que si j'ai un gaz classique dans une pompe à vélo et je tire ma pompe à vélo, ma pression va faire retomber ma pompe à vélo. Si je bouche le bout de ma pompe à vélo, la pression va faire retomber ma pompe à vélo. Si je remplis ma pompe à vélo, non pas de gaz, mais je la remplis de lambda, d'énergie noire ou de champ de quintessence, plus je tire ma pompe à vélo, plus ma pompe à vélo va s'étirer. Donc je tire ma pompe à vélo, elle va se remplir de lambda, lambda va retirer la pompe à vélo, qui va se remplir de voilà, qui va retirer, et donc ça va aller vers une expansion exponentielle. Et c'est exactement ce qu'on observe, c'est que quand on fait les calculs des équations d'Einstein, la conclusion d'un champ rempli de champs de quintessence, l'univers s'étend de façon exponentielle, qui correspond exactement à ce qui est observé par tous les points bleus que vous avez vus. Donc on est dominé par ce champ-là. Alors, il y a plein de mesures depuis, parce que ce que je vous ai montré, c'était les premières données de 98, mais évidemment, depuis, il y a plein de données qui vont dans ce sens-là. Donc, on mesure, en gros, on mesure la pression de l'univers, hein. Notre univers, c'est un gaz. Donc, on peut mesurer sa pression. Donc, le chiffre qu'il faut garder, c'est celui qui est dans la colonne de droite, sur l'ordonnée à droite, donc -1, cosmologie constante. Donc, tous les bulles que vous voyez, c'est pas important, hein. C'est supernova, BAO, WMAP, c'est les données expérimentales, c'est pas très important. Il faut être au milieu de toutes ces données. Donc, c'est les petits cercles au milieu, c'est là où on doit être. Et vous remarquez qu'elle est toujours avec -1. Donc là, ça, c'est la pression négative. Hein. C'est le -1, ça veut dire que c'est une constante cosmologique, c'est une pression négative, -1. Et ben, toutes les données vous indiquent qu'on est dans un univers avec une pression négative. Je répète, l'univers, c'est un plasma. L'univers, c'est des vagues. Il faut aussi voir que les fameuses vagues du Big Bang que je vous ai montrées, on les voit sur les galaxies. Les galaxies paraissent un peu bordéliques dans le ciel. En fait, si vous faites une analyse spectroscopique des galaxies, vous voyez aussi les vagues. D'accord ? Les galaxies sont toutes autour de vagues. D'accord ? C'est les vagues issues du Big Bang. Et donc, c'est un fluide. Les galaxies, c'est un ensemble on peut voir ça comme des particules dans un fluide. Et ben, les galaxies se répartissent dans un fluide de gaz à pression négative. Donc, la pression de l'univers est négative. C'est comme ça depuis 8 milliards d'années. Et l'univers en expansion. Donc, on appelle ça lunch for free parce que c'est l'énergie gratuite, hein. Parce que plus je m'étends, plus j'ai d'énergie, plus je m'étends, plus d'énergie, plus je m'étends. Dès que je m'étends, je remplis tout ce que je vide par de l'énergie qui va à la pression négative, qui va encore me faire étendre encore plus. Donc, c'est vraiment, voilà. Et donc, je vais finir sur mon dernier transparent sur la notion de multivers. Parce qu'évidemment, je vous ai parlé de ce fameux petit carré, qui est notre univers à nous. Et je vous ai rien dit sur le reste, parce que je peux rien vous dire, tout simplement. Alors, peut-être que dans certaines parties de l'espace, l'univers il y a des pommes qui s'envolent. Dans d'autres parties de l'espace, il y a encore le Big Bang. Dans les parties de l'espace, on est au niveau des amibes. Dans les parties de l'espace, il y a des formes supra-intelligentes. J'en sais rien, parce que je ne peux pas savoir ce qui se passe. Mais on peut simuler ça. On appelle ça des simulations de multivers. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie des cordes, qui est capable en fait d'avoir une vision complète de l'univers en tenant compte de la physique quantique et de la gravité. Et en théorie des cordes, on peut simuler notre univers et savoir quel est le taux d'expansion de l'univers dans les différentes parties. Donc c'est comme un ballon. Je vous ai parlé de là, ce fameux ballon. On est sur la couleur rouge. C'est tout ce que je peux vous dire. Je connais pas les autres couleurs de l'univers parce que je les vois pas, mais je peux les simuler. Et ça, c'est une simulation d'un des collègues de Stanford, de Linde. Linde qui est largement nobélisable parce que c'est celui qui a inventé le phénomène de l'inflation. Et donc, vous voyez que voilà, nous, on est dans une petite vallée ici, très simple, qui s'étend, mais pas trop, qui a le temps de former des galaxies, le temps de former des étoiles, le temps de former des êtres humains, des êtres vivants qui réfléchissent, qui donnent des séminaires. Donc, on est dans un univers assez stable, hein, parce qu'on est reparti en expansion accélérée, mais vous voyez, on le voit pas trop que ça pour l'instant. Et d'autres parties de l'espace sont en taux d'expansion très rapide. Là, c'est le taux d'expansion de l'univers, suivant les différentes parties du multivers, c'est-à-dire les parties de l'espace auxquelles on n'a pas accès. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'univers qui sont encore en expansion très, très rapide. Donc, quand c'est des pics, ça veut dire que l'univers est encore en expansion. Il est encore en phase de Big Bang. Le Big Bang s'est pas arrêté. Et d'autres régions qui sont comme les nôtres, des vallées aussi sans doute calmes, où il y a sans doute aussi des formes de vie, etc., mais elles sont pas connectées à nous parce qu'effectivement, c'est plus loin que la vitesse de la lumière.
Mais comment elles sont connectées? Alors peut-être justement, ça fait la connexion avec les trous noirs et les trous de verre. Effectivement, c'est tout à fait possible que ces régions de l'espace soient quand même connectées entre elles à travers des tunnels d'espace qu'on appelle donc des trous de verre. C'est prédit par la théorie d'Einstein. Et comme je dis, tout ce qui est prédit par la théorie d'Einstein, pour l'instant, a été vérifié. Donc, si je fais en conclusion un résumé de notre taille de l'univers depuis moins 300 avant Jésus-Christ. Donc, la taille de notre univers sur Eratosthène faisait 10 000 km sur la taille de la Terre. Puis Galilée, avec sa lunette, a permis d'aller jusqu'à 1 milliard de kilomètres, à peu près le système solaire. Puis les radioastronomes ont permis de voir à peu près les distances entre galaxies, 10 puissance 19 km. Puis l'étude du fond difficosologique a permis d'aller jusqu'à 10-23 km, donc l'horizon. Alors, si je fais un calcul en échelle logarithmique, suivant la loi de Moore, normalement en 2065, soit mes futurs étudiants, ils devraient voir 10 puissance 39 km. Donc, justement, ces multivers, normalement, devraient être accessibles par l'expérience. Alors, je sais pas par quel moyen. Je pense que la gravité sera sûrement maîtriser la gravité et s'en servir comme un instrument de mesure, à mon avis. Les ondes gravitationnelles sont vraiment, on est au tout début, les ondes gravitationnelles, c'est il y a 5 ans. Donc il y a 10 ans, on est vraiment au tout début de l'analyse de la gravité et des ondes gravitationnelles, mais je pense que c'est un moyen, bien plus efficace que l'optique, parce que les ondes gravitationnelles, elles passent à travers tout. Donc c'est un moyen bien plus efficace que l'optique d'observer l'univers, et j'imagine que dans les futures générations, l'univers sera vu non pas avec des photons, mais avec des gravitons. Ça, c'est ce que je parie. Alors maintenant, donc, pour conclure, un petit film qui va résumer tout ce qu'on a vu là. Donc on va repartir de la Terre, on va aller vers nos planètes et on va revenir sur Terre. Un petit film de 3 minutes qui permet de résumer un peu tout ce qu'on a vu.
De travers, qu'est-ce que vous avez ni l'un d'autre, partir des sas, préparatifs, là. Hop, c'est voilà, c'est l'univers observable, super que son local, les yeux de la Terre. On finirait sur une phrase qu'Einstein nous réveillait sans doute. Le plus beau miracle de l'univers, c'est qu'un être fragile issu d'une infime fluctuation quantique du vide. Vous vous souvenez, cette photo là du fond du cosmologique, hein, 6-5 seulement. Une petite planète de plus de 13 milliards d'années-lumière de l'horizon soit capable de reprendre ce même univers. Merci bien. Il m'a été donné de dire, il y a peu de temps, qu'il y avait une distance, un espace démesuré entre ce que l'homme de la rue pouvait comprendre de la physique et les hauteurs que celle-ci avait atteintes. Eh bien, nous en avons eu la preuve aujourd'hui. Je vous remercie. Et vous voyez, tout à l'heure, quand je présentais mon introduction, je disais que nos séances nous permettent d'oublier un instant les vicissitudes de notre époque troublée en nous plongeant dans l'univers des sciences et de la recherche. Eh bien, pendant cette durée, nous étions ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Manvelli. Peut-être des questions? Questions? Oui. On a le droit? Ah, des questions? Peut-être pas. Non? Pas de questions? Ah oui, une question. Ah, une question. Deux questions. Allez, Jean-Claude et Madame. Ouais. D'abord, une information, toute cette séance sera sur le micro. Toute cette séance sera, dès le début de la semaine prochaine, sur la chaîne de YouTube de l'Académie. Mais j'ai une question. Allez-y. Vous nous avez montré une simulation du multivers. Ouais. Pour démarrer cette simulation, il a fallu donner des informations sur les univers autres que le nôtre. Oui. Univers sur lesquels on ne connaît rien. Non. Quel degré de confiance je peux avoir dans la simulation? Aucun. C'est bien ce qui me semblait. Non, effectivement, dans le cas de la théorie des cordes, on a en fait on appelle ça des orbifolds, des dimensions supplémentaires qui sont compactifiées. Et en fait, il y a plein de théories des cordes, mais on prend une théorie des coordonnées, et dans cette théorie des coordonnées, on peut prédire quelle est la valeur de la constante cosmologique suivant le point de l'espace. Et est-ce que les cordes ont à voir avec les filaments qu'on a vus au début? Bonne question. Alors, indirectement, oui, parce que j'ai commencé l'univers à partir de l'horizon, parce que j'avais pas de photo, d'accord? Maintenant, si je vais un peu plus loin, allez, soyons fous. Allons, on n'a pas de données, hein, entre 0 et 380 000 ans, j'ai pas de données, parce que la lumière est piégée. Mais on peut imaginer ce qui s'est passé. Oui. En fait, l'expansion de l'univers, c'est un champ qui est équivalent à ce qu'on a appelé là la quintessence, d'accord? C'est une pression négative qui fait que bam. Mais c'est un champ quantique. Un champ quantique, d'accord? Donc ce champ a une quantification. Et donc si je décide de quantifier, donc je mets la quantification d'Einstein, je mets Einstein, je rajoute un peu de quantique. Mon champ phi, on l'appelle phi pour l'inflation et lambda pour l'énergie noire, c'est phi et lambda, c'est deux champs, une lettre qu'on a donnée. Donc il va être quasiment homogène. Je veux dire par là qu'il va être le même un peu partout, mais comme je disais, fluctuations quantiques, un peu plus haut là, un peu plus bas là, un peu plus bas. C'est ridicule. 10-5. On peut calculer les fluctuations quantiques. Les fluctuations quantiques prédites par la théorie d'Einstein plus physique quantique, c'est 10-5. Ça veut dire que mon univers est un peu plus étendu ici, un peu moins étendu ici, un peu plus étendu ici, un peu moins étendu. Donc mon inflation n'a pas été complètement uniforme.
Elle a été, donc il y a un univers un peu plus dense ici, un peu moins dense, à niveau 10-5. Ce champ-là, c'est comme de l'uranium. Il se désintègre. C'est la physique quantique. Donc, il va donner des photons. Du coup, j'aurai un peu plus de lumière ici, un peu moins ici. Et on retrouve le fond diffus cosmologique. Donc, quand je vous dis qu'on est issu d'une fluctuation quantique, on est tous ici issus de la fluctuation quantique de l'inflaton, qui est de 10-5. Et ce qui est vraiment fascinant, alors vous taperez sur Internet ce qu'on appelle BAO, Baryonic Acoustic Oscillation, parce que je vous ai dit que c'est des vagues. Évidemment, c'est fluctuation quantique, donc ça va créer des vagues, parce que j'ai un peu plus dense là, un peu moins dense. Hein, c'est comme si j'avais une pierre là, une pierre là. Donc chacune va créer des petites vagues de l'ordre de 10-7. Et toutes ces vagues vont faire cette photo que vous avez vue qui est bizarre. Mais quand on regarde donc les oscillations baryoniques, c'est baryon, c'est des protons pour nous. Donc on regarde les galaxies et on voit que toutes les galaxies vraiment se mettent sur des crêtes de vagues aussi. C'est-à-dire que vraiment, vous regardez BAO parce que c'est juste fantastique. Vous regardez, vous tapez sur Internet, vous voyez les photos. Donc on prend toutes les galaxies qui paraissent un peu bordéliques. Et on se dit, on va faire une analyse spectrale. Est-ce que par hasard, ce serait pas une somme de vagues issues de la fluctuation quantique de l'inflaton? Et ben, toutes les galaxies se mettent sur des vagues comme ça, qui ont une distribution exactement équivalente à celle de l'inflaton. Donc, nous sommes vraiment issus d'une fluctuation quantique d'un petit champ. C'est fou, hein? Je crois qu'on est bien convaincu que nous sommes, si nous sommes quelque chose, c'est peut-être à cause d'une toute petite fluctuation, c'est sûr. Exact. Parce que nous sommes tellement petits je ne vois pas, moi, ça être le produit d'une grande fluctuation. Exactement. Encore une question, la dernière. Allez, profitez-en, monsieur. Monsieur, le micro. Merci pour ce spectaculaire et captivant exposé. Le propre de l'être humain, du chercheur aussi, c'est de savoir ce qui se passe au-delà de l'horizon. Alors justement, avant le Big Bang, y a-t-il, à défaut de théories à puissance axiomatique, y a-t-il des hypothèses? Est-ce que les trous de verre ne seraient que des serpents qui se mordent la queue? Ah, bonne question avant le Big Bang. Hein. Deux questions qui tombent souvent, c'est et Dieu dans tout ça? Je peux répondre à Dieu dans tout ça. Je réponds à ma propre question. J'ai droit à une propre question à laquelle je réponds, et je vais répondre. Parce qu'effectivement, avant le Big Bang, et Dieu dans tout ça, c'est des questions évidemment qui reviennent. Et c'est genre, j'ai des collègues qui trichent en disant, c'est comme demander qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord. C'est tricher ça. Dites-vous qu'avant le Big Bang, il s'est passé quelque chose. L'univers existait. Ce qu'on appelle Big Bang, c'est cette phase d'inflation très grande. Mais avant, l'univers existait sans doute. Il y avait sans doute aussi des galaxies. Il y avait sans doute aussi des êtres humains, en fait. Mais on le sait pas, parce qu'évidemment, c'est avant le Big Bang. Naïvement, je pourrais dire, comme on n'a pas de théorie quantique de la gravité, ma réponse a autant de validité qu'un prêtre ou qu'un philosophe ou qu'un poète. Voilà, ma réponse n'a pas plus de validité puisque j'ai pas la théorie. Donc, je vous dis ce que je peux penser, mais j'ai pas plus de valeur, comme je vous dis les simulations, pas plus de valeur. Maintenant, ce qu'il est probable, alors tout ce que vous appelez là, le nom qu'on donne à ça en physique, on appelle ça le reheating, réchauffage. C'est pas chauffage qu'on appelle ça, on appelle ça réchauffage, parce que ça veut dire qu'on suppose que l'univers a existé avant, et qu'à un moment donné, il y a une grande explosion qui l'a rendu très froid, et puis qu'il s'est réchauffé, et quand on est en phase d'expansion, et qu'il se réchauffe. La fameuse constante cosmologique que je vous dis là, qui est en train de monter l'univers d'expansion, s'il fait comme l'inflaton, le même champ, à un moment donné, il va lui aussi se désintégrer, il va lui aussi former des photons, il va lui aussi former des étoiles, et il y aura une autre civilisation qui arrivera. Maintenant, la vraie question que vous posez avant le Big Bang, je vais aller dans le sens inverse. L'univers en expansion accélérée, on est d'accord? Donc il y a un point de l'espace qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Ça aussi, c'est un point à connaître. Hein. L'espace va plus vite que la vitesse de la lumière. Hein. On peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière à travers l'espace, mais l'espace, lui, s'en fout totalement. Donc le taux d'expansion est plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc faut vous imaginer un univers en expansion comme un tapis roulant. D'accord? Et moi, je suis en train de marcher, la lumière est en train de marcher contre le tapis roulant. D'accord? Donc tant que la lumière va plus vite que le tapis roulant en expansion, elle vient vers nous. D'accord? Mais le tapis roulant accélère. C'est pas qu'elle est en expansion accélérée. Donc, à un moment donné, la lumière va reculer parce que le tapis roulant ira plus vite que la vitesse de la lumière. Donc il y a un point de l'espace ici qui est à peu près à 40 milliards d'années-lumière, où la lumière est émise, elle vient vers nous, mais on sait très bien qu'à un moment donné, une expansion sera trop rapide et elle nous parviendra jamais. Parce que l'expansion de l'univers sera plus rapide que la vitesse de la lumière à un moment donné de son trajet. Donc on a un horizon des événements qui est celui que je vous ai montré là, mais on a un autre horizon qui est celui qu'on ne verra jamais. Qu'on ne verra jamais. Donc il y a une partie de l'espace qui sera jamais observable. J'aurais beau attendre le temps que je veux. Mais il y a pire que ça. Parce que, en fait, l'expansion de l'univers, elle a une vitesse, c'est à peu près, je vais pas en détail, mais c'est de l'ordre de 500, enfin les chiffres sont encore en discussion, mais on va dire 70 km par seconde par mégaparsec, c'est pas très important. Entre nous et Andromède, c'est de l'ordre de 100 km par seconde. D'accord, le taux d'expansion. 100 km par seconde, c'est la vitesse des galaxies. Donc, entre nous et Andromède, l'expansion n'a pas d'effet. La gravité est plus forte. La gravité est en train de faire rapprocher Andromède de notre galaxie, d'accord? Mais,
la galaxie qui est après Andromède. Sa vitesse d'expansion est 500 km par seconde. Ça veut dire que elle s'approche de nous de 300, mais s'éloigne de nous à cause d'expression de 500. Ça veut dire qu'en fait, elle s'éloigne de nous. Ça veut dire que dans quelques temps, mais en version accélérée. C'est-à-dire que dans quelques temps, elle va, passer de l'autre côté de l'horizon et elle s'échappera de nous plus vite que cette lumière. C'est-à-dire que la galaxie qui est après Andromède, on peut faire le calcul, dans 50 milliards d'années, on ne la verra plus. Parce que la lumière qu'elle a émise sera, comme sur un tapis roulant, ira à reculons. Dans 50 milliards d'années lumière, dans 50 milliards d'années, il faut savoir que tout ce que vous avez vu là, aucun physicien pourra donner ce séminaire-là. Parce qu'il ne verra que nous et Andromède. Dans 50 milliards d'années, l'horizon, toutes les autres galaxies à part Andromède seront parties de l'autre côté de l'horizon. L'univers sera complètement vide à part nous. Donc, quel que soit le physicien, quel que soit l'observateur, n'importe quoi, il ne verra pas, il ne saura pas qu'il y avait eu d'autres galaxies. Il ne saura pas qu'il y a un fond diffus cosmologique. Il ne saura pas ce qui s'est passé. Et ça contredit le principe cosmologique absolu. Le principe cosmologique d'Einstein, c'est que quel que soit le point de l'espace, et ça c'est vrai, je donne le même séminaire. Le principe cosmologique absolu, c'est quel que soit le point de l'espace et du temps, je donne le même séminaire. Et là, c'est pas vrai. C'est brisé. Parce que là, je viens de vous dire que dans 50 milliards d'années, le prof donnera un autre cours, avec d'autres lois. Et c'est là où je remonte à l'époque du Big Bang. Parce que vous pouvez vous dire, mais à l'inverse. Donc, ça veut dire qu'on a des informations qui sont perdues à jamais. Et qu'on retrouvera jamais. Donc, à l'inverse. Est-ce que nous, on n'a pas perdu des informations? Est-ce que ce qu'on voit là, c'est qu'une fraction et que des informations super importantes sont passées de l'autre côté de l'horizon, qui traduit ce qu'on appelle l'énergie noire par quelque chose qu'on comprend pas, parce que l'explication est de l'autre côté de l'horizon. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi une frustration en cosmologie. Donc on a beaucoup de chance parce qu'on a compris tout ça maintenant, depuis les 20 dernières années. Mais on sait très bien que si on grave pas sur un disque précieux comment était l'univers maintenant, les physiciens, dans 50 milliards d'années, seront incapables de retracer cette histoire que je viens de vous raconter. Et donc là, je peux me poser une question à moi? Et Dieu dans tout ça? Ok. Et Dieu dans tout ça. Alors, parce qu'on me la pose souvent. Et j'ai souvent eu du mal à répondre. C'est vrai. La grosse question, c'est quand on dit vous montrez votre gloubi-boulga, là, rouge-bleu, comment vous expliquez Michel-Ange, Einstein avec le second principe de la thermodynamique qui vous dit que le bordel ne fait qu'augmenter, hein, l'entropie augmente avec le temps, vous avez quelque chose de très bordélique, et du bordélique, vous avez le plafond de la chapelle Sixtine. C'est vrai que c'est pas évident de montrer que, voilà. Il y a une explication à ça. Voilà. Alors, il y a l'explication évidemment divine. Ça, on peut l'accepter, c'est une explication. Maintenant, il y a une explication alternative. L'entropie augmente dans l'univers, c'est vrai. L'entropie augmente dans l'univers, mais globalement. Attention, c'est globalement. Je reprends les paroles de Prigogine. Prigogine avait déjà eu cette idée-là. Globalement, le désordre augmente dans l'univers. Hein. Vous avez des enfants, des petits-enfants, hein, vous rangez la chambre. Hein. Vous voyez bien qu'au bout d'une journée, la chambre est bordélique, donc l'entropie augmente. C'est une preuve par l'exemple. Alors, globalement, mais pas localement. Et le frigo, vous avez tous l'exemple du frigo, on est l'exemple. Hein. Le frigo, le glaçon, c'est une entropie très faible, hein, c'est très figé, ça bouge pas. Le glaçon, c'est très organisé, entropie très faible. Et le frigo chauffe pour avoir des glaçons. Mais le frigo chauffe plus qu'il ne refroidit le glaçon. Donc dans la cuisine, votre entropie augmente. Le prix d'avoir un glaçon, c'est d'augmenter la chaleur de votre cuisine. Et vous chauffez plus que vous ne refroidissez. Ça respecte le principe de thermodynamique globalement. Mais localement, vous avez baissé l'entropie. Donc, si vous considérez que la nature veut augmenter l'entropie, elle va créer des sources organisées dans l'univers qui vont permettre de chauffer beaucoup plus rapidement que si elles ne sont pas là. L'être le plus organisé sur la Terre, c'est le cerveau humain. L'organe le plus organisé, c'est le cerveau humain, qui chauffe. D'accord? Tout ce qui est nécessaire pour être organisé chauffe. C'est le principe de ce qu'on principe de thermodynamique. Un ordinateur, ça chauffe parce que c'est organisé. Ce qui chauffe le plus sur Terre, c'est les usines à Bitcoin, les fermes à Bitcoin. Parce que c'est très très organisé, la crypto-monnaie, donc il faut les mettre sous la glace parce que ça chauffe énormément. Un avion, ça chauffe exactement. Donc l'être humain chauffe sa planète naturellement parce qu'il est organisé, de plus en plus organisé. Plus on va être organisé, plus on va chauffer la planète. Donc le réchauffement climatique humain est naturel. Il est juste inévitable si on va avoir des sources locales très organisées. Donc si la nature veut chauffer la planète et veut chauffer l'univers très rapidement, il va créer des cerveaux, on appelle ça des cerveaux de Boltzmann. Il va créer des cerveaux de Boltzmann parce que ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc il va créer des glaçons. Donc on est juste un glaçon qui permet à la nature d'accélérer le réchauffement. Et elle est super contente avec ça. Voilà. Donc il y a sûrement d'autres cerveaux de Boltzmann dans l'univers qui permettent à la nature, grâce à ça, d'augmenter son entropie au maximum. Donc ça prend un chemin beaucoup plus rapide. Donc on sert peut-être qu'à ça. On n'est peut-être que des glaçons. On va peut-être passer à la deuxième partie qui va être très organisée. Merci.